radiopirate.com. No limits. No rules. Radiopirate.com. OK, ce son-là, ça veut dire que la gang du live vient de se joindre à nous. Vous êtes salués, la gang, si vous voulez avoir plus de podcasts. 2h15, 2h30, il y a même des journées où on défonce de 3 heures par rapport à ce que vous avez. Donc, allez donc vous inscrire sur radiopirate.com. Et tous les podcasts avec le cadenas que vous voyez sur, entre autres, Spotify ou autres, vont être débarrés sur les mêmes applications. Et c'est bien simple. Donc, c'est très, 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 très simple. Puis, si vous avez une job qui vous permet d'écouter tout ce qu'on a à vous raconter, semblerait que c'est bien le fun pour les gens qui sont là depuis des années et des années. Vous êtes les bienvenus. Jerry, t'es salué, mon ami, pour une deuxième fois aujourd'hui. Mr. White est avec nous. Tiger est là également. Tiger ronfle. Plusieurs sujets qui font jaser. On a jasé de pas mal de choses, comme je disais tantôt, sur le Prime dans la première heure. Mais il y a plusieurs sujets qui s'entrecoupent de ce temps-là, qui sont basés sur à peu près les mêmes affaires, les mêmes choses qu'on avait lors de la COVID. Une chance, maintenant, on est défendu par Patrick Lagacé, d'ailleurs, dans ces choses-là. Il faut défendre la liberté des gens. Mais il y a plusieurs affaires que je trouve qui s'entrecoupent dans les sujets que j'ai. 3 sujets, OK? Ouais, les ailes de la Madeleine. Ensuite de ça, l'histoire des pailles qui sont de retour. Les pailles. On dit-tu des pailles ou des pailles? Des pailles, non, des pailles. Des pailles? Des pailles. OK. Des pailles. Pas des pailles. Des pailles? Des pailles. Des pailles. OK. Donc, c'est un mot qui se dit mal. Mais les pailles. Ensuite, les poubelles. Jeff, la poubelle. La Jeff. La poubelle à Jeff. La poubelle à Jeff. Je vais faire dans la première heure, c'est pas mal ce qu'on a fait. Il y avait pas mal de poubelles à Jeff. Puis, ça a l'air tout mélangé, cette affaire-là. Puis on essaie de se demander c'est quoi le lien avec ça. Ben, parce que, tu sais, je lisais quelqu'un aujourd'hui qui disait ouais, partir une pétition pour le retour des pailles comme font la gang des conservateurs au fédéral, c'est vraiment cave. C'est aussi cave de les avoir enlevés. Plus ou moins d'accord. C'est au contraire, je pense que tous les précédents stupides, et il faut les enlever. Je pense que c'est la job du Parti conservateur d'enlever ça. Et ce sera aux gens, puis les gens qui trouvent que les pailles font quelque chose, auront un travail d'éducation à faire aux autres, OK? Mais de forcer les restaurateurs, de forcer le monde à boire d'un sacrement de paille de papier qui change le goût de tout ce que tu prends, c'est carrément dégueulasse. Et on a enlevé ça, là, puis je comprends la quantité de plastique, là, mais je veux dire, si on commence à capoter sur la quantité de plastique, vous allez voir que il n'y aura pas juste des pailles qui vont voler. Là. Les pailles, d'après moi, c'est un petit pourcentage de la quantité de plastique qu'on utilise. Là. Mais, tu sais, je veux dire, prouvez-moi, on a toléré ça avec les histoires de sacs. OK? Parce que les sacs, ça marquait un peu notre imaginaire, parce que des fois, on les voyait partir au vent, puis ils restaient ramassés dans une genre de clôture. Ouais. Puis là, on se disait, ouais, ça fait pas propre. Puis personne ne les ramasse, parce que les gens ne ramassent plus rien. Mais, puis là, à partir de là, ben, une fois que tu pars avec une, là, par après, c'est. Vous connaissez les gens, là, vous connaissez les organisations, vous connaissez les organisations qui sont branchées avec les politiciens, vous connaissez les politiciens qui sont en équipe avec les médias, etc. Vous voyez le genre de trio extraordinaire. Donc, quand ils ont une chose de faite, après ça, c'est qu'est-ce qu'on fait après? Puis quand tu as ouvert la porte à la première affaire, ben tu as une deuxième qui s'en vient. Puis là, si tu dis pas rien à deuxième, il y a une troisième qui s'en vient. Puis si tu dis rien à troisième, il y a une quatrième qui s'en vient. C'est une spirale, cette affaire-là. Il faut à un moment donné, il faut arrêter la spirale parce qu'il faut leur demander des comptes. Il faut demander à ces gens-là, OK, parfait. Les pailles, ça existe partout ailleurs dans le monde. Il y a bien des endroits dans le monde, la majorité des endroits dans le monde ont des pailles de plastique. Pourquoi nous, on n'en a pas? Quelle est la différence? Qu'est-ce que ça change? Prouve-moi que ce que tu m'enlèves comme droit, il y en a, tu ne te bats pas contre un droit. OK? Chaque chose qu'on m'enlève, je veux que tu m'expliques pourquoi. Ça semble être fait sur un coup de tête et ça semble être plutôt une genre de religion que quelque chose de logique. Moi, je suis comme ça
Et des tonnes de gens sont comme moi. J'ai un côté très... moi, je doute. Je veux que tu me prouves pourquoi on enlève les... Qu'est-ce que ça va changer? Qu'est-ce que ça va changer sur le degré? Qu'est-ce que ça va changer sur les GES? Qu'est-ce que ça change? Dis-moi ce que ça change. Parce que là, si c'est l'histoire, si ce que tu me racontes sur les pailles, c'est si grave, imaginez-vous tout le reste qu'on utilise en plastique. Tu sais, Les emballages. les emballages, tout, regarde, c'est l'enfer. Ça finit plus. Donc, moi, j'approuve. Je n'ai pas encore signé la pétition, mais je vais le faire. C'est une question de principe. C'est une question que ces gens-là doivent faire leur due diligence et nous prouver qu'on a une expertise de paille maintenant, là, depuis 1 an et demi, 2 ans. Qu'est-ce que ça a changé? OK? Qu'est-ce que ça a changé dans les faits qu'on n'ait plus de paille? Montréal s'est rendu plus loin que ça. Il y a bien des endroits au Québec où les gens ne peuvent plus manger quelque chose que tu achètes dans un take-out, dans un restaurant, avec une cuillère de plastique. Ça prend une cuillère de bois. Là. de cuillère de C'est bois. Puis peut-être que vous n'avez pas ce feeling-là, puis peut-être que je suis le seul au monde à l'avoir. Mais moi, quand mes dents ou ma langue touchent une cuillère de bois, C'est dégueulasse. c'est un feeling atroce. Ah non, ça marche pas. OK? C'est un feeling atroce. Donc, malheureusement, pour les gens qui vendent de la bouffe take-out, si je ne m'en vais pas chez nous, manger avec mes ustensiles, si je dois manger quelque part, si j'ai pas... Ce que j'ai fait, là, je vais vous le dire, dans mon auto, j'ai des boîtes d'ustensiles en plastique. OK? Je ne sais même pas s'ils en vendent encore maintenant au Dollarama. Je pense que ça va finir bientôt. Mais si j'ai pas ça, je vais aller chercher un sandwich. Je vais aller chercher quelque chose qui n'a pas de couteau. Couteau, c'est pas bien, c'est moins grave, là, mais la cuillère et la fourchette, c'est ce qui est le plus grave. Donc, il faut qu'ils nous justifient qu'est-ce que ça change dans les faits pour vrai. Mais À un moment donné, tu as des comptes à rendre. Mais c'est ça que la Cour fédérale a fait au mois de novembre l'année passée. Là. Parce que la patente à Guilbeault, là, c'est Guilbeault, ça, l'histoire de paille et de couteaux en plastique. Là. Oui, puis Guilbeault, c'est un enragé. Là. Oui. Mais les autres, la Cour fédérale, là, le gouvernement fédéral, autrement dit, là, ils ont dit que les articles de plastique là, sont classés dans les éléments toxiques. Toxiques. OK. Là, ils ont dit, il faut prouver que c'est toxique. Si les classés là, il faut que tu nous prouves que c'est toxique. Mais le gouvernement n'a pas été capable de le prouver. Là. C'est ce que je comprends. Là. Bon. En ce moment, les patentes de plastique, c'est plus... C'est idéologique. Oui, mais l'affaire, c'est que c'est pas interdit au Canada présentement. Là. C'est plus interdit au Canada depuis le mois de novembre. Là. Mais c'est des interdictions, la ville, c'est le monde qui se régularise, en fait, contre eux autres mêmes. Là. En ce moment, c'est pas interdit au Canada. Là. C'est ça que Guilbeault, il a pété une coche, Guilbeault, là, quand il a su ça. Là. Regarde, le principe, il est défendable. Et moi, je vous invite à aller signer. Regarde, faites ce que vous voulez, mais je vous invite à aller signer cette pétition-là. Est-ce qu'on se battrait jusqu'à mort pour des pailles en plastique? On sait bien que non, là. T'sais, mais je veux dire, c'est le fond, c'est le principe de... Ils ont fait ça basé sur quoi? Et on le voit dans le jugement de la Cour. Oui. C'est basé sur des mensonges. Et ensuite, ils doivent nous donner des résultats. Ils sont obligés de faire tout ce qu'ils ont en leur pouvoir, c'est un genre de due diligence pour nous arriver avec une étude qui nous montre qu'on est en train de changer toutes les choses alentour de nous autres. Le climat va changer, la pollution change, etc. Pourquoi les pailles? Tu sais, je veux dire, mais vous le savez, c'est quoi que ça va faire? C'est qu'on a commencé par les sacs, les pailles, les ustensiles. Ça n'arrêtera plus jamais, ça. Là. Ça a commencé en juin 2022, ça. Si vous voulez que ça finisse, là, bien, signez cette patente-là, les conservateurs auront le pouvoir de virer ça de bord. Puis à partir de là, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses dans notre vie qu'on consomme qu'on ne doit pas changer. Là. Mais il faut que les politiciens et les décideurs qui fassent ça soient obligés de nous prouver un paquet de choses pour en arriver jusque-là. Ça ne peut pas être fait juste par idéologie. Ça ne peut pas être fait juste sur une genre de passion environnementale comme Guilbeault. D'ailleurs, Guilbeault s'est fait poursuivre dans la rue hier par Ezra Levant. C'est très drôle, là. Parce que Ezra Levant dit
tu m'as barré de ton Twitter, je t'ai amené en cours pour que tu me Oui. débarres parce que c'est ton compte sur lequel tu fais de la politique. Ah oui. Et un politicien ne peut pas barrer personne. Si c'est ton compte personnel, tu peux faire ce que tu veux, mais tu as ta photo de député, tu es décrit comme étant un député et tu es écrit comme ministre de l'Environnement. Donc, c'est ton compte officiel. Et lui, sa défense à Guilbeault en cours, c'était non, c'est mon compte perso. Le juge a tranché contre Guilbeault et pour Ezra Levant en disant non, c'est votre compte officiel. Vous ne pouvez pas barrer les gens qui ne pensent pas comme vous. Vous êtes une personnalité publique politique. Tout le monde doit lire ce que vous dites parce que c'est d'intérêt public et vous ne pouvez pas barrer personne. Puis voici, pénalité 21 000 $. Et Ezra Levant est arrivé avec son chèque hier dans la rue et l'a montré à... Il a reçu son chèque. Il a reçu son chèque de 21 000 mais c'est un chèque du gouvernement du Canada. Donc, il dit... Et là, il marche avec lui 2-3 minutes de temps, puis Guilbeault répond rien. Tu sais, je veux dire, c'est sûr que c'était Radio-Canada, il répondrait, mais vu que c'est Ezra Levant, il répond pas. Il répond absolument rien. Il dit, mais pourquoi tu as fait payer les 22 000 $ d'avocat par le gouvernement? Pourquoi tu payes la pénalité de 21 000 par le gouvernement, par les contribuables, alors que tout le long, pendant le procès, ton point de défense, c'était que c'était ton compte personnel? Donc, pourquoi tu ne payes pas ton avocat et l'amende personnellement? J'imagine que Guilbeault a répondu. Il n'a rien répondu. Il n'a rien répondu. Ben non, il n'a rien répondu. Il n'a rien répondu. Chérie, après carotte, il dit réponds. Il n'a rien répondu. Ouais, il faut parler à notre homme. Et tu dis réponds, Mr. White? Non. Ben, j'étais cœur. Non, c'est parce que on parlait en dehors des ondes cette semaine, puis il dit hey, j'ai fait un pain aux carottes. Là, maman, on a dit ben, t'as-tu dit carotte pour vrai? Ben, tu dis oui, il dit c'est carotte. Dans le bas du fleuve, on dit carotte, on dit poteau, Poteau. on dit crabe. Ben, sur poteau, c'est correct. C'est poteau qui n'est pas correct. Poteau, c'est Québec, ça. Ça, c'est juste Québec. C'est juste Québec, poteau. Mais c'est plus poteau. OK, elle a dit poteau. Ben, oui, ben. Ville de Québec. Poteau. Les filles, là, quand on mature, ils ont raison. OK? Quand ils maturent... ben oui, ils ont... Non, mais ils ont raison. Ça fait partie de patente. Ça fait partie de... Hey, le reel qui passe, là, que... Excusez-moi, ça, c'est drôle, en tant que... La fille est là, sur le divan avec son chum, puis là, il écoute un genre de série à TV, genre sur Netflix. Puis là, elle dit, es-tu hot, lui? Oh! Elle dit, wow, tabarouette, Sergi Chess. Tu me fais de quoi, là? C'est l'enfer, là. Elle dit, je pense que je le marierais Ah oui, là. il est tellement hot, cet acteur-là. Son là. chum à côté, là. Ah, oui. La calotte, puis bien, ah oui, c'est correct. Là, il y a une autre vidéo, ils sont pas habillés pareil, sur le même divan. C'est le lendemain. On dit c'est comme le lendemain. Ouais, c'est comme le lendemain. Il dit, Ouais, c'est ça. hey, il dit, elle est vraiment cute. Il dit, elle, c'est vraiment the girl next door. Il dit juste ça. Elle se lève. Elle dit, t'es vraiment méchant. Elle dit, elle dit, parfait, je vais te laisser écouter ta série. Il dit, t'es avec ta belle fille, the girl next door. Moi, je m'en vais écouter d'autres choses. Oh, you're a bad guy, you're mean. Puis là, ben, c'est tout arrangé. Je comprends, mais c'est tellement drôle. Là. Je pense que le reel est hot depuis à peu près un mois et demi, puis ça va pas. Là. Donc, je dis, c'est pas vrai, là. Pas vrai. C'est pas de même que ça se passe dans la vraie vie. Là. Mais non, c'est des affaires exagérées, c'est un reel. Puis, l'autre affaire que je voulais vous parler, c'est l'histoire des îles. Vite, là. L'histoire des îles, c'est pas le 30$. C'est le principe de circuler dans une place. Il n'y a pas une place au monde où les gens toléreraient ça. C'est pas rentrer dans un parc, aller aux îles de la Madeleine. C'est pas un parc. C'est pas un parc qui est protégé. C'est pas un club de motoneige. C'est un territoire du Québec. C'est un territoire. Oui. Et en plus, ça demande une identification avec un code QR. Dont les résidents de la place vont devoir montrer patte blanche en sortant. Le maire, il est complètement sauté. Oui. Non, c'est incroyable. Là. Ben moi, que le maire soit un peu flayé, c'est pas la première fois que je le vois. Je veux dire, je l'avais vu avec l'histoire de... Il est parti sur un trip green
alors que la ville utilise pour faire fonctionner l'électricité 40 millions de litres de mazout par année pour produire le courant. Là. Tu sais, j'ai dit tout de suite, OK, ce gars-là, il est mêlé un peu. Là. Donc ça, lui, il ne me surprend pas. Ce qui me surprend, tu sais, j'ai vu Isabelle Haché ce matin dans la presse, surprenant, de voir que Isabelle Haché a dit, mais non, elle a dit, voyons donc, elle a dit, moi, j'adore les îles, puis si c'est juste 30 $ pour sauvegarder, c'est pas ça! C'est pas ça l'histoire, c'est pas le 30$, même si ça serait 50 cents. Ben oui, c'est pas ça. C'est pas l'affaire. Ils peuvent même... Ils ont le droit d'augmenter mettre une taxe de vente locale de 3 % pour faire ça. Oui. OK? Puis après ça, ben, tu décides de y aller ou de ne pas y aller, puis tu dis, ben moi, j'ai trouvé que c'est trop cher, puis il y a trop de taxes. Au lieu d'être 15 % c'est 18 % puis tu dis, moi, je ne retournerai plus jamais. Mais c'est pas ça, là. C'est, mais c'est comme la nuitée à l'hôtel. Non! Là, quelqu'un qui va, comme j'ai dit hier, quelqu'un qui va chez son frère aux îles de la Madeleine, Denis Lebel, Denis the Beautiful, s'en va chez son frère. Il est obligé de payer 30$ en sortant. Il n'a pas été à l'hôtel. Il n'a même pas été manger dans les restaurants. Il n'a pas été sur aucun site touristique. Ouais. Il a passé une semaine sur la galerie de son frère. Là, le maire, il dit, mais on paye rien en rentrant. Oui, mais ça ne change rien. Faut que tu sortes un moment donné. Puis, ça n'existe pas. Il n'y a pas de tu sais, là, on est comme 50-50. Tu vois ça sur les réseaux sociaux. Puis tu dis, mais voyons donc. Il y en a un hier que j'ai vu qui a changé d'idée, là, qui a compris, là. Tu sais, il était comme parti, c'est un grand combat. Ben, finalement, il a comme allumé. Ah, ouais, OK, ouais, je comprends. C'est une patente chinoise, ça. Ben oui! Il faut le dire, là. En Chine, il y a des places où, pour que changer de quartier, ça te prend un code QR. Ben voilà! Chris, voulez-vous passer de Longueuil à Montréal en montant un passe-passe? Et ça va finir comment, toutes ces Rien. foleries-là? Tu peux pas prendre de paille, tu peux pas prendre de fourchette, tu peux pas aller en Gaspésie si tu payes pas. Puis l'autre, la dernière affaire, j'ai oublié de te demander, c'est que je viens de te demander 2000$. Comment ça? Ben parce que la brigade des sacs de poubelle vient de passer. On a ouvert un sac de poubelle en avant de chez vous. Il y avait dans le sac qu'on a ouvert, il y avait un colis, il y avait une enveloppe d'Amazon. On sait que ton nom est sur l'enveloppe et on a étudié ton sac de poubelle. Oui. Et on a trouvé des choses recyclables dans ton sac de poubelle. Il y a des inspecteurs de sacs. Là. C'est pas une joke, là. C'est la Gestapo, là. C'est pas une joke. Ça se passe à Montréal. La Gestapo de la vidange. Ah oui, on est rendu que les vidanges Buster. Là. Oui. Calmez-vous, Hénard. Hey, le gars, il est dans le reportage à Radio-Canada. Il ouvre le sac avec un Exacto. Oh, oui, là, il ouvre ça, il opère ça. Il ouvre ça comme s'il ouvrait... Mais qu'est-ce qu'il disait à sa femme en soupant le soir? Hey, chérie, t'as une belle journée. Ah, oui, j'ai pogné 3 sacs. J'ai pogné 3 sacs avec des noms dedans, puis j'ai pu leur envoyer une amende de 2000$. Moi, ma femme, elle se lève, elle décalisse. C'est qu'il y avait dans le sac. C'est ta nouvelle job, ça. C'est qu'il y avait dans le d'ouvrir sac. des sacs. Il y avait des verres de plastique dans un sac de poubelle. Ben, tu sais comment il pognait l'adresse? Parce qu'il faut qu'ils savent d'où est-ce qu'il vient le sac. Par le colis d'Amazon. Il prend le colis d'Amazon puis il Oui. regarde l'adresse. Les valises sont sur le bord de la porte. Là. Oui. Ma blonde a décrisse, là. Hey, mon chum, il est rendu, c'est un ouvreur de sac. Ouais, il fouille dans un sac pour trouver du monde Oui, mettre puis des ta main, amendes. ça va être. Oui, c'est ça. Ouais, c'est malade, c'est malade. Moi, malade. quand j'étais jeune, mon père, il voyait du monde fouiller dans les vidanges. Là. C'est louche. Il n'y avait pas une autre opinion d'eux autres. Non, c'est... My God. Hey, on vient, OK? Radiopirate.com. Jeff Fillion. Here comes the money. Here we go. Moi, je fais pas de recommandations. Ça taponne. Ça taponne. Ça taponne, ça taponne. Oui, ça taponne. Hey, qui va ramasser TikTok USA ou TikTok en dehors de la Chine? Parce que hier, le Sénat américain, ils ont comme validé là, l'histoire que TikTok aux États-Unis, en fait, TikTok, ils ont un doute qu'il y aurait des millions d'Américains qui se feraient, autrement dit, espionner par TikTok. Donc, il faut que TikTok passe dans des mains... Moi, je crois rien de ça. Ou pourquoi? La face, c'est que moi, ce que je veux par rapport au boursicotage, Ils ont-tu des preuves de ça? non, ils n'ont pas de preuve. OK, pas de preuve. Ils n'ont pas de preuve. Que des ByteDance. Chinois soient pas douettes, puis que des Chinois
veulent faire de l'espionnage industriel, puis qu'ils veulent qu'il y ait accès. Tu sais, moi, j'étais contre les taux de Huawei, c'est au Canada, là. Mais tu sais, je veux dire, à un moment donné, faut que tu nous prouves quelque chose, là. C'est sûr que tu vois les habitudes du monde, ça c'est sûr. Le monde, qu'est-ce qu'il aime le plus? Ça, tu peux voir toutes ces statistiques-là. Là. Aimes-tu plus écouter des affaires sur TikTok de recettes de patentes, de, mais ça, tout le monde fait ça, décoration là. de maison, de ci, de ça. Mais tu sais, des statistiques, t'es ça, là. Est-ce que ça, c'est de l'espionnage? C'est plus des statistiques. Ouais, mais ça, tant qu'à ça, qui espionne qui, là? Cette semaine, là, je n'ai pas compté à ma blonde, on va l'entendre, là. Mais moi, j'ai fait aucune recherche de clôture sur nulle part, là. Aucune recherche de clôture nulle part. Sur aucun ordi, tablette, n'importe rien, là. Mais tu y as pensé. Ben, ma blonde, là, peut-être. L'as-tu fait, toi? Tu l'as fait, toi? OK. Les annonces apparaissaient où? Facebook, j'ai vu beaucoup de reels pour faire des clôtures. J'ai vu des annonces de clôture sur... Tout ça m'arrive. Puis, la seule affaire que j'ai faite, c'est que j'ai parlé avec Sylvain de Clôture GP, qui est un pirate. Donc, parce qu'on avait besoin d'un bout de clôture. Puis, on a parlé, moi et ma blonde, dans l'auto. Mais moi, j'ai fait aucune recherche sur mon téléphone avec... puis c'est peut-être relié au IP, peut-être que ma blonde est allée, mais là, j'ai des reels de clôture, j'ai des annonces de clôture. Bon, donc, ça veut dire que l'espionnage, pas juste chinois, là. Tu sais, pas mal tout le monde qui fait ça, là. Oui. Mais, tu sais, pour le reste... Parce que c'est... Si c'est des Canadiens ou des Américains qui checkent tes habitudes puis qui t'espionnent, ça dérange pas. Si c'est des Chinois, ça dérange. Oui, puis je comprends je comprends qu'ils ont un passé, là. Tu sais, Huawei, c'est probablement tout Nortel. OK? L'autre fois, on en parlait avec notre gars de la Taïwan. Les avions de chasse que les Chinois font, c'est des avions de chasse copiés sur des avions de chasse russes, intégralement. Ils sont pas capables de copier les Américains parce qu'il leur manque des puces et des patentes, là. Mais ils sont capables de copier les... puis probablement que les avions qui font, là, les genres de jets privés ou encore les avions de ligne, c'est tout du stock qu'ils ont volé chez Airbus et chez Boeing. On le sait, ils volent tout. Ça, on n'est pas en déni là-dessus, là. Mais tu sais, moi, ils peuvent venir chercher quoi? De moi, là. Moi, j'ai aucun secret industriel. J'ai rien. Moi, le Chinois m'espionne. Après 1 heure, il tombe la tête sur la table, là. Il me trouve plate en joie le vert. Donc, tu sais, c'est quoi dans le fond de ça? Je ne sais pas. Moi, je trouve des fois que, vu que, des fois, on se raconte, des fois, on se fait des histoires. Il y a quelqu'un qui va ramasser TikTok pas cher. Ben, c'est ça l'affaire. Moi, c'est ça qui m'intéresse, là. Qui peut ramasser TikTok? Parce que c'est sûr que ça va se faire... Ça vaut combien? D'après toi? La version américaine est sans doute peut-être la version la plus... Ben, la nôtre, là, la américaine, nord-américaine. C'est probablement la plus payante de tout au monde, là. Les Chinois, autres TikTok, c'est pas le même nom, puis c'est plus éducatif que comme nous, c'est comme un peu n'importe quoi, là. Ça vaut-tu 20 milliards? Ça vaut-tu 30 milliards? 100 milliards? Ça vaut combien, ça? Il y a une estimation à 100 milliards. Et si boire. 100 milliards. En tout cas, je veux dire en affaire, ceux qui veulent que ça se passe demain, que ça passe dans les mains des Américains, ils vont tout faire que ce soit pas Elon Musk qui la jette. C'est ça que j'ai pensé. Ils vont tout faire. Peut-être que Elon est riche, là, mais là, 100, ça te prend... 100, il faut que tu finances la patente un peu, là. Oui, mais c'est des revenus qui sont là. Ils sont combien les revenus? Un peu, je l'ai ici. Ils disent que ils pourraient un peu. Ils ont... c'est beaucoup plus d'annonces qu'avant sur TikTok. C'est 16 milliards de revenus en 2023. OK. Oh, il y a des annonces. Oh, il y a beaucoup d'annonces. J'avais pas autant d'annonces que ça avant. J'ai beaucoup plus d'annonces. Une des places qui a beaucoup d'annonces maintenant, c'est YouTube. Et my God! Il y en a tellement que tu te demandes... Je me demande si je suis pas sur le bord de prendre la version payante. Il y en a beaucoup, là. Il y en a beaucoup sur TuneIn aussi. Sur TuneIn? Ah oui? Ah oui? Oui. Ah, je sais pas. Ils coupent la station, toi? Oui. Ah ouais. OK. Bon, ben, toujours des annonces avant, vidéo. OK.
Puis dans le milieu, il y a du vidéo aussi. Mais il n'y a pas de pub. Il n'y a pas de pub nulle part. Sur le web, il n'y a pas de pub. Sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de pub. Non. Hey. TikTok, c'est 16 milliards de revenus. Là. Quand même. T'as vu? USA. Oui, 16 milliards. C'est pour ça que nos gouvernements veulent... Tu sais, il est encore d'hier. On va taxer les gros joueurs comme Google, Facebook. Puis là, on va avec ça, on va financer les médias. Tu vas financer quoi? Tu sais, c'est comme si tu essayais de faire... Tu sais, financer les médias traditionnels, c'est comme si tu dis, je vais mettre de l'eau une fois par jour sur une fleur dans le désert. Tu es dans le désert du Sahara, là. Oui. Dire, Elle va toffer 3 semaines. Elle va toffer 3 semaines. Elle va finir par mourir. Elle va finir par mourir. C'est sûr qu'elle va finir par... Elle va crever. Là. Ben oui. Hey, j'ai vu les pages. Je ne sais pas si tu as vu, Jerry. Les pages vues des grands médias comme Fox News, le New York Times, le Washington Post, puis il m'en manque un. Là. En 2-3 ans, là, leur nombre de pages vues, c'est en millions de pages, là, c'est énorme. Mais je veux dire, le nombre a baissé. Là, on ne parle pas de leur poste de TV puis de patente. Là. On parle du web traditionnel. Leur nombre de pages vues ont diminué de 50 Tu sais, mettons qu'il y avait 100 millions de pages vues par mois, et non 50 millions. Non, c'est un déclin. C'est plus gros même que la plateforme. C'est la confiance. C'est un paquet d'affaires. Il n'y a plus rien à faire avec ça. Donc, qui va acheter TikTok? Ben, c'est ça la question. C'est ça que les boursicoteurs... faut qu'ils pensent à ça. Parce que la compagnie, je sais pas, là. Tu Adobe, c'est-tu Microsoft, c'est-tu, je sais pas. J'en ai aucune idée. Mais l'affaire qui est sûre, c'est que TikTok ne va pas disparaître. Parce qu'il y a trop de cash. Donc, est-ce que ça va être une espèce de deal de plusieurs compagnies? Ça c'est possible aussi. J'ai aucune idée. Facebook? Ça peut être Facebook. Ben oui, ça peut être Est-ce que Facebook achète? Est-ce que la gang à Biden veulent? Moi, je dis oui. Tu penses? Concentration. Ouais. Ça, tout bout de champ, ils veulent les faire éclater. Mais ils parlaient même de leur faire vendre Instagram parce qu'ils disaient qu'il y avait trop de contrôle. Moi, j'ai une patente de concentration tantôt à te parler. OK. Mais toi, as-tu un joueur que tu vois qui pourrait acheter? Non, je ne sais pas. Ça vaut trop cher. Ça vaut tellement cher. C'est vrai. Apple? Je vais te dire que c'est celui que j'ai en tête. Ça prend de l'argent. Je vais te dire pourquoi. Parce que Apple est fourré. Ça prend de l'argent infini. Apple est fourré avec... Puis je comprends qu'Apple, c'est une compagnie techno. C'est pas une compagnie c'est pas une compagnie de réseau social, c'est une compagnie techno. Mais Apple est fourré dans son... Tu sais, l'action vivote en ce moment, vivote. Mais je veux dire, ils ont les ventes en Chine, c'est fini. Là. En Chine, ils vont finir 4e, 5e, ils ne sont plus là. Okay, leurs téléphones sont trop chers. Il y a des joueurs locaux qui ont des bons téléphones. Puis il y a un genre de protection. C'est 19% de baisse en Chine. C'est arrivé hier, ça. Hein? C'est les chiffres d'hier. Donc, vois-tu, puis là, ils n'ont pas d'innovation à part que des nouvelles caméras. Ils ont des téléphones extrêmement chers. Ils ont Apple Pay, tout le monde dit « Ah, Apple Pay. » Mais Apple Pay, c'est Visa en arrière. Visa qui a sorti ses chiffres hier. Ils ont pas un vent de face, mais ils ont une genre de pause. Donc, moi, j'ai drôle, hier, je jasais avec quelqu'un qui était dans le domaine de la finance, puis il me parlait d'Apple. J'ai dit, moi, la seule affaire que je vois qui peut relancer Apple, c'est des acquisitions. Parce que là, l'innovation, tu sais, ton téléphone, il ne peut pas se mettre à voler. Là. Mais il ne peut pas faire la cuisine. Là. La prochaine innovation d'Apple, c'est l'intelligence artificielle dans le prochain iOS 18, où ce que ça va être très, très facile d'utiliser l'intelligence artificielle, qui ne sera pas via le cloud, mais qui va être dans ton téléphone. OK. Ben, ils l'ont inséré dans Messenger. Hein? Ils l'ont inséré dans Messenger. Oui, je l'ai vu. Je ne sais pas quoi faire avec ça. Là. Non, mais tu sais, quand tu poses une question, mettons, ou que tu fais une recherche, ben, ils servent l'intelligence artificielle pour t'aider. OK. Tu t'en rends pas compte. Apple, ils ont acheté une compagnie française qui s'appelle Data Calab. C'est pas connu par personne, mais c'est eux autres qui ont la technologie la plus avancée. Les Parisiens, je pense. C'est eux autres qui ont la technologie la plus avancée pour le deep learning à faible consommation d'énergie. Parce que l'intelligence artificielle, là, ça prend du juice. Oui.
La patente qui travaille là, a besoin de courant électrique. Là. Ouais. Elle marche pas à l'eau. Là. Donc, ça prend du courant. Là. La fait, c'est qu'eux autres, ce qu'ils en déduisent avec l'achat qu'Apple. Ça faisait un bout de temps qu'Apple n'avait pas acheté quelque chose. Ben, c'est drôle parce que c'est ce que je disais hier. Ils ont besoin de faire des acquisitions Voilà. pour monter la valeur. Là, ils viennent d'en faire une là. Mais TikTok, ce serait pas pire. Parce qu'ils sont pas là-dedans. Ils sont pas dans le web. Tu sais, c'est complémentaire à ce qu'ils sont. C'est pas un mauvais bet, Apple. Ben moi, si Apple... Moi, Apple, je vais te le dire, parce qu'on s'en est jasé, là. Je sais que tu as fait une papier ride, t'es débarqué. J'ai débarqué à temps. Après ça, t'es en crise, puis ça l'a monté quasiment à 200$, ça a redescendu. Là, il était à 176$. Puis moi, quand j'ai vendu à 170. C'est ça. Puis quand il était dans le coin de 180 ou dans ce coin-là, je te disais, il y a un... je te dis, dans le graphique, il y avait un support. Puis le support était dans le coin de 164, 165, un peu dans ce coin-là. Il est pas mal dessus. Là. Il est pas mal dessus. Puis là, je ne sais pas si tu le sais, là, mais il y a eu des mauvaises journées à la bourse. Puis Apple, à un moment donné, il aurait pu planter dans un 5-6$, mais il n'a pas planté. Il a le derrière assis sur un support. Ouais. C'est ça qui m'énerve. Moi, je pense qu'Apple, présentement, il est sur son support. Puis le support a l'air à tenir. Puis ça fait plusieurs jours qu'il tient. Là. Moi, je pense que c'est le temps d'acheter Apple. Ben. C'est mon bet. Je te l'ai quasiment dit il y a 2 minutes. On peut pas faire de recommandations. Non. C'est quoi ton histoire de concentration de médias? Ou concentration de. Non, c'est une autre compagnie. OK. Parce que je vais te raconter une histoire tantôt. Puis je me suis fait, justement, aux États-Unis, ils ont quelque chose, de profond, d'ancré chez les Américains, c'est les monopoles. Non, les autres sont allergiques aux monopoles. Non, les autres, ils deviennent fous. C'est ancré. Nous autres, là, un monopole, un Canadien, un monopole, il ne voit pas le danger du monopole. Non. Parce qu'on a une espèce d'esprit de communiste. Ouais. Fait que nous autres, notre esprit stupide de communiste, que ce soit juste une place qui décide, ça nous dérange pas. Là. Oui, mais comment tu sais que les billets d'avion sont chers de même? Que ça soit. Ben oui, mais c'est parce qu'il y a un monopole. Ah, oui, il y a deux compagnies. Mais il y a un gros joueur, les autres, ils essayent de survivre. Il y a un joueur, c'est tout. Ben, c'est ça. Les Américains, tu dis monopole, puis le gars, il vient à face rouge. Il déteste les monopoles. Puis j'ai mon histoire, je vais te raconter ça tantôt. Okay. Parce que j'avais pogné un filon. Et je me suis fait déboîter mon filon hier. Oh. Je te raconte ça tantôt. OK, parfait. Une dernière pour le live? Tout de suite? Juste de même, les résultats financiers, c'est le fun des résultats financiers. Là, on a de l'action. Là. Aujourd'hui, à 4 heures, 4h05 précisément, 16h05, Meta Facebook à suivre. Hier, on l'avait. Tesla. Tu veux un After Hours, Tesla? Oui, boum. Boum, par en haut. Ben, ils ont aimé le discours de Elon. C'est sûr. Elon, il fallait qu'il soit charmeur. Ouais. Parce qu'il est charmeur. Mais il n'y a pas des bons chiffres. Oui, mais Elon Musk, ça veut dire, même si tu n'as pas des bons chiffres, il va te trouver une patente. Ah oui. Là c'est à la... Puis je te le donne, parce que je t'en ai parlé hier. J'ai dit, les analystes, ils ont juste une chose dans la tête. C'est normal. La bourse, c'est comme ça. La bourse, c'est le futur. Hein? Tu achètes le futur. C'est ça, la bourse. Tu n'achètes pas le passé. Warren Buffett, il achète le passé. Mais les émotifs achètent le futur. Mm-hmm. Et le futur, c'est quoi? C'est une Tesla pas chère. Ah, ils sont là-dessus au bout de la matin, la Tesla 2 à tour de bras. Hier soir, il y avait sur tous les sites de bourse, que ce soit en Europe, aux États-Unis, n'importe quoi, il y avait un mot. La Tesla pas chère. Pas cher. Tesla pas cher. La Tesla à 25 000. La Tesla à 25 000. Ben, pas cher chez nous, elle va être à 35 avec le dollar. Je comprends. Non, nous autres, on a une autre patente. Là. Nous n'avons pas rapport. Mais l'affaire, c'est que Tesla pas cher, ils vont dire, ouais, mais ça coûte de l'argent à tabarouette, là, partir un nouveau modèle pas cher. Non, pas de nouveau modèle. On va prendre le même, comment dire, tu sais, quand tu fabriques des chars, là, plateforme. La même plateforme. C'est la même plateforme que la Tesla 3, mais ils vont faire un bazou moins cher. Ils vont t'organiser ça à la bonne franquette.
Ils vont pas faire une nouvelle plateforme. Avec une nouvelle usine. Puis Non, tout ça, non, 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 non. Ils vont se laquer à poulie un peu d'un bord, puis ils vont faire des chars pas chers. Et ça, mais m'excuse, là. Ça l'a sauvé le stock de Tesla. Là. S'il n'y avait pas cette nouvelle-là hier, Tesla en mangeait une sacrifice, puis il en mange déjà une sacrifice. Là. On s'entend-tu, là? C'est une méchante dérape, là. Est-ce que c'est le temps d'acheter Tesla? Peut-être pour un rebond. Mais le rebond, il l'a fait hier. Il a fait un pas pire hier, rebond, là. Mais ça peut être intéressant de le swinguer, je parle, là, de le swinguer. Parce que le mot de Tesla a changé overnight, de très négatif à très positif. Incroyable. La bourse, c'est magique, là. Il y a une magie. C'est une recommandation, ça? Non. On n'a pas le droit de faire de On n'a pas le droit On de n'a faire pas le droit. On n'a pas le droit de faire recommandation. Mais juste dire par rapport aux résultats financiers, donc aujourd'hui, 4h05 Meta et Chipotle. Toujours intéressant, Chipotle. Moi, j'aime ça savoir, sans être intéressé pour acheter de stock, j'aime ça savoir qu'est-ce qui se passe dans la restauration. Et jeudi, cette semaine, Microsoft, Google, Intel. Wow. Très intéressant ce qui se passe dans les earnings. Et juste pour dire, les earnings de Apple, la pomme, Apple, c'est le 2 mai. Pour finir ça avec Apple, l'affaire, c'est que le keynote du mois de juin, d'après certains, c'est un des keynotes les plus importants depuis au moins 5 ans pour Apple. Comme tu disais tantôt, Apple, faut qu'il impressionne. Ouais. Ils ont besoin d'impressionner. Steve Jobs, c'était un peu sa philosophie dans le sens d'impressionner. Il faut impressionner. Là, Apple ne nous impressionne plus. Il va falloir que Tim Apple Je comprends qu'il va avoir des enlève nouveaux... son kit de comptable. Il faut qu'il... C'est ça. Là, il y a des nouvelles tablettes qui s'en viennent. Il paraît que les nouvelles tablettes, les nouveaux iPads, il paraît qu'ils vont être achetés à terre. Si ton futur, c'est une nouvelle tablette, t'es aussi bien de vendre Apple là. Non, attends, j'ai pas fini. Non, c'est ça. Je te dis des affaires qui s'en viennent. Là. Les nouvelles tablettes qui vont être annoncées là, bientôt, il paraît qu'ils vont être extraordinaires. Mais c'est pour faire oublier ce qui se passe en Chine un peu, c'est normal. Mais c'est réellement l'intelligence artificielle qui veulent en mettre plein la vue. Et c'est ça qui est attendu par les analystes. Avec le iOS 18, j'ai bien hâte de voir. Mais moi, je te le dis, là, du point de vue graphique, je comprends que du point... Jerry, le graphique n'est pas beau. Je le sais, je le check à toutes les semaines. Parce que moi, ça fait longtemps, là. Moi, je me cherche un point d'entrée dans Apple. Ça fait longtemps, là. Parce que moi, je tripote mon petit portefeuille de pauvre. Gars pauvre. Mais j'ai un petit portefeuille de pauvre qui va quand même pas pire. Mais il faut, quand tu embarques dans des gros monstres de même, à un moment donné, il faut que tu trouves le bon point d'entrée. Moi, je pense qu'Apple, présentement, c'est pas une recommandation d'achat, mais en ce moment, Apple, je pense que c'est un bon point d'entrée là. 166, 167 ou dans ce coin-là. Il s'est cogné le nez une première fois il y a quelques temps, là, recul de un mois et quelques, il s'est cogné le nez sur le plancher, bien, sur le support. Hein. Il s'est cogné le nez une première fois, il a remonté, il vient de se cogner le nez une deuxième fois, il rebondit. Christophe, il y a un support. Le support est solide. On l'achète sur le support. Puis on va voir plus tard. On laisse ça aller. Wow. La pomme. La pomme. OK, Jerry et le boursicotage, j'en voulais plus. On a un plus sur Prime. Allez vous brancher sur radiopirate.com. Radio Pirate. Making history again. Criez pour vos vies. Bitcoin. Drill, baby, drill, right? Drill, baby. On va voir si Joe est là parce que j'ai perdu l'image, mais peut-être que son son est encore là. Joe, t'es là? Ouais, je suis là, j'ai fermé la caméra, ouais. Parfait, mais c'est pas grave si la caméra est pas... Parfait, bon, numéro 1. Hey, Joe, on fait deux choses avec lui. On fait 2 blocs avec lui sur le Prime et le Live. Premier, on fait le tour de l'actualité des 15... pas des 15, mais de la dernière semaine. Puis dans le prochain 15 minutes,
On va faire le tour du voyage d'enfer que Joe est en train de faire avec une gang de chums du côté de la France. Donc, regarde, vous allez avoir du bon temps. On en parlait tantôt. Qu'est-ce que tu as retenu de ta semaine? As-tu été capable de lire quelques affaires? As-tu été capable d'être branché pareil? Écoute, un petit peu quand même. J'ai suivi un petit peu. Il y a toujours, je pense, encore des relents du budget. Tu sais, on a vu encore ce qui me saute aux yeux, c'est le ministre des Finances du Québec, Éric Girard, qui s'est encore humilié en disant... Tu sais, c'est quand même incroyable de dire ça. Dire que l'augmentation de la taxe sur le gain capital va aider à réduire le déficit historique qu'eux-mêmes ont créé, si on veut. Là. Donc, ça vient d'un gars qui était supposément conservateur. Je ne vais plus jamais entendre ça de quiconque. Là. On a affaire à une espèce d'étatiste qui s'est effondré devant la gouvernance de la CAQ. Un gars qui aurait dû quitter dès les débuts quand il a vu à quel point ce gouvernement-là était dépensier, à quel point c'est un gouvernement qui méprise également les processus établis puis la propriété privée. Donc, ce gars-là n'a plus rien de conservateur. Je ne veux plus jamais qu'on fasse référence à ça. Là. Est-ce que, je te pose la question justement là-dessus, c'est un peu avec le même lien que l'histoire de Lefebvre, là, qui était le whip, et que j'ai vu tous ces tweets où il embarquait à 200% avec tout ce que le gouvernement de la CAQ a fait pendant la COVID, entre autres. C'est un gars qui se dit très, très, très conservateur, mais jamais il a pensé aller avec le Parti conservateur du Québec. Jamais il va appuyer le Parti conservateur du Québec, mais il se dit très, très, très conservateur. Donc, c'est deux cas où ce que Poilievre, lui, ils aiment bien. Je comprends qu'il a travaillé avec Lefebvre, avec Denis Lebel, puis qu'ils se connaissent depuis longtemps, mais il y a un malaise. Je sens qu'il y a un malaise dans Arthabasca, dans le coin de Victo, avec ce candidat-là qui fait le switch de la CAQ aux conservateurs. Puis si les rumeurs qu'on entend que vraiment Poilievre est encore un peu intéressé par Éric Girard, moi, j'ai comme mal de ça. Là. Je sais que je veux sortir Justin Trudeau, là, mais si je vois Éric Girard arriver, puis que là, on me dit que c'est peut-être lui qui va être le ministre des Finances, là, j'ai un Christy de bug. Là. Non, ça, je pense que c'est un territoire à pas aller. Écoute, ce qu'ils ont fait, là, ce que je comprends, c'est qu'ils veulent une victoire facile dans ce coin-là sur le bloc. Par contre, je pense que ça aurait pu être le cas avec un autre candidat, peut-être plus un vrai conservateur. Parce que comme tu as dit, le gars, je pense que les dernières années, les masques ont tombé. Oui. Puis écoute, moi, si des gens veulent sortir de ça, faire un mea culpa et dire, regardez, il y avait un régime de terreur à la CAQ, on n'avait pas le choix. Mais tu sais, en même temps, ces gens-là avaient le choix. Là. Si cette personne-là, je vous remets un peu, on se remet à l'arrière dans ces années-là. Si Lefebvre décidait de siéger comme indépendant, parce qu'il n'était pas d'accord avec ne serait-ce que les dépenses publiques, etc., ça faisait une énorme contribution au débat à l'époque. Là. Donc, de dire que t'as pas de pouvoir, tout ça, puis c'était le gouvernement, les députés individuellement avaient énormément de pouvoir en décidant peut-être de quitter la CAQ ou de siéger indépendant. Là. Fait que moi, je suis pas d'accord avec cette décision-là. Je trouve que c'est très décevant. Je pense que le Québec, je pense que ces gens-là qui ont participé, comme je disais, tu sais, c'est des gens qui ont quand même participé de plein gré aux dérives des dernières années, tant sociales qu'économiques. On vit actuellement les conséquences. Il faut le rappeler, Jeff, ils veulent tourner la page rapidement là-dessus, mais on vit actuellement les conséquences d'une des pires décisions de politique publique probablement de l'histoire moderne. Tout ce qu'on vit actuellement, la crise sociale, la crise économique, la crise inflationniste qu'on vit, c'est très largement dû aux décisions qui ont été prises par ces gouvernements-là. Et Lefebvre en faisait partie. Donc, à un moment donné, je pense que si tu embarques dans un mouvement populiste de la nouvelle droite, comme j'appelle, comme Poilievre, qui remet quand même en cause la majeure partie de cette gestion-là, t'as pas le choix de faire une espèce de mea culpa devant les militants et devant les Québécois parce que c'est quand même pas rien. Là. Je pense qu'il doit y avoir une espèce de retour sur ces événements-là pour tourner la page. Ça grenouille un peu, là, on entend les histoires aussi. Parce que là, c'est sûr, le bateau, les souris vont se sauver parce que veut pas, il y a des sondages. Hier, tu as vu, je pense, 2 sondages. Il y en a un qui est plus catastrophique encore pour la CAQ. Il y en a un autre que c'est plus stable. Mais quand même, tu vois qu'ils vont se ramasser peut-être avec 10, 11, 12, 14 députés probablement. Ça veut dire qu'il y en a qui vont perdre des jobs. Donc, mettons, tu prends le cas de Guilbeault. Guilbeault, elle voit qu'à la CAQ, probablement que la CAQ, comme plusieurs le pensent, c'est le parti genre équipe Legault, ça ne durera pas parce qu'ils n'ont pas de membres, ils n'ont pas de fondation, ils n'ont pas de valeur. Donc, ça va probablement s'écraser après ces 2 termes-là. Donc, eux autres, ils se disent, un peu, là, moi, je suis jeune, je pensais que j'allais devenir première ministre du Québec avec la CAQ. Finalement, la CAQ est en train de s'écraser.
Je fais quoi? Tu m'en vas-tu au Parti libéral comme chef, parce que c'est une libérale à la base, ou encore des rumeurs nous disent que, parce que Denis Lebel, moi je connais Denis, là, bien comme il faut, là, puis je sais que Denis, c'est un fin stratège, là. Puis ce que j'entends, c'est qu'effectivement, il y a dans la gang des gens qui disent, ben Guilbeault, comme genre de numéro 1, comme au Québec, ce qu'on cherche, là, parce que c'est pas ça que Gérard Deltel est dans la liste. Là. Moi, ça, là, ça me graffine les oreilles. J'ai mal partout. Je fais de l'urticaire. Là. Non, moi, Guilbeault est dans la même filière que Éric Girard. C'était des acteurs de premier plan de la dérive qu'on a connue. C'est quelqu'un qui a méprisé la société civile québécoise. C'est quelqu'un qui a quand même envoyé des policiers chez les gens avec un mépris pour la propriété privée. Écoute, il n'y a absolument rien de conservateur là-dedans. Je pense qu'il y a une ligne à ne pas franchir et Guilbeault est complètement à l'autre côté de la ligne et Éric Girard aussi, je pense. Là. C'est un gars qui s'est encore humilié là, ce matin en disant, je pense que c'était hier, là, en minimisant l'impact de la hausse de la taxe sur le gain en capital. C'est pas grave, les déficits historiques, on met ça sur la dette. C'est les générations futures qui vont hériter de ça. Donc, je pense que ces gens-là, je pense que est-ce que Poilievre reçoit le vrai message parce que tu regarde juste quand Poilievre l'a annoncé, cette affaire-là, le tweeté, regarde juste les réactions en dessous, là, les tweets qu'il y avait sur Facebook, etc. Il n'y avait rien de positif. Là. Puis je suis pas certain que ça va faire traverser des genres de semi-boomers nationalistes mous qui seraient tentés de voter pour le Bloc, puis là, ils voient un élu de la CAQ traverser. Tu sais, dans le fond, t'as pas d'upside là-dessus. Là. Non. C'est parce qu'ils veulent remplacer Raes, ils veulent faire regretter Arès d'avoir abandonné. Puis c'est un comté où ce que le gars a dominé la dernière élection au niveau provincial avec la plus grosse majorité de la gang. C'est un gars, comme je te dis, qui a travaillé avec Poilievre, il a travaillé avec Denis Lebel à ce moment-là. Donc c'est comme une gamique un peu, mais sacrément, moi j'entends pas des bonnes affaires, là, je te le dis. Là. On a beaucoup de pirates dans le coin de Victo. Ces endroits-là, ça passe. En tout cas, je te dis pas qu'il ne gagnera pas, mais je te dis que c'est probablement la place la plus conservatrice au Québec, c'est Victo. Ben, exact. Et ça passe pas. T'avais quand même, je pense, dans Tabasco, t'avais le député du PCQ, le candidat du PCQ qui avait fait, je pense, près de 30%. Sûr que Tarek Hainoud, exact. Un bon candidat qui avait fait près de 30%. C'est sûr que la CAQ a passé à 50%, mais c'est parmi les meilleurs résultats au Québec là, pour le PCQ. Donc, moi, j'aurais beaucoup préféré qu'il y ait des investitures pour que les militants les membres élisent vraiment des candidats à l'image. Parce que ce qu'on me dit aussi, c'est que l'association n'était même pas au courant. Là, ce candidat-là a vraiment été imposé là, par l'Organisation du Québec. Donc, moi, je trouve que c'est actuellement, ça, c'est pas une belle page du premier chapitre là, électoral là, qui s'en vient. Là. Non, je regarde, on est à la même place. L'histoire de Girard, là, puis là, il y a plein de banquiers qui ont parlé, il y a plein de monde qui parle. Lui, c'est un ancien banquier. Il croit-tu ce qu'il dit? Parce que tout le monde est unanime là-dessus que c'est rien de bon dans ce qu'on vit en ce moment. On a besoin d'investissement. Il faut garder notre argent ici. On a besoin d'un allègement fiscal. On s'en va complètement de l'autre bord. On saute sur l'opportunité qui arrive ça en dit long d'ailleurs sur lui quand tu copies un gars comme Trudeau. Comme tu dis, c'est se déshonorer. Mais dans le fond de lui, est-ce qu'il pense vraiment ce qu'il dit? Puis si vraiment il dit le contraire de ce qu'il pense, c'est encore pire. Vraiment, là, mais j'ai de la misère à croire qu'il croit vraiment. Ben, dans les deux cas, comme tu dis, c'est extrêmement grave. Premièrement, à peu près tous les économistes du pays, de toutes les grandes banques ont sorti. D'ailleurs, ce gars-là doit se faire écœurer par texte, par du monde qui disent qu'est-ce que tu fais là, ça doit être incroyable. Écoute, j'ai vu, est-ce qu'il sait, est-ce que c'est vraiment un gars de politique publique ou c'est purement un gars de chiffres? Mais tu sais, à la base, je pense que le milieu financier en général est assez unanime là-dessus. D'ailleurs, tu as vu, moi j'ai beaucoup aimé la sortie, j'étais assez neutre sur sa nomination, puis c'était pas une institution que j'appréciais particulièrement, mais la Banque nationale, Laurent Ferreira, qui a dénoncé vigoureusement là, cette augmentation-là. Il a aussi dénoncé, rappelle-toi à l'époque, tous les subventions de la filière batterie. Donc à date, j'aime beaucoup ce que je vois là, d'un président de banque, une des Big Five du Canada, Big Six là, en fait. Là. Donc c'est quand même pas rien de voir qu'on a un leader économique, au moins enfin une fois au Québec, qui met ses culottes puis qui dénonce ces politiques-là. Là. Est-ce que tu as suivi toute la saga? Parce que ici, là, c'est
Tu sais, moi, j'ai été pendant quelques mois loin, puis là, je suis revenu cette semaine, mais on dirait que même si on est connecté par toutes les nouvelles, là, les réseaux sociaux, etc., il y a toujours un choc pareil quand tu reviens parce qu'il y a comme un mood spécial, là. Tu sais, la place des taxes numéro 1, tout le monde parle de taxes, c'est à chaque jour. Puis- Oui. et le monde bègue pour des taxes. Tu sais, il y a plein de gens qui ont applaudi l'histoire du gain en capital. Là, il y a des gens qui applaudissent la taxe des îles de la Madeleine. Il y a des gens qui applaudissent, qui veulent absolument des taxes pour sauver les autobus, qu'on ait plus d'autobus. Il manque 700 millions de dollars, pas one shot, là. C'est 700 millions par année, puis on sait que quand ils vont avoir le 700, il va en manquer 200 puis 300 parce que ça va être cumulatif. Cette affaire-là, ça n'arrêtera jamais. Là, c'est comme la saga. Tout le monde parle que du transport en commun. Il faut absolument mettre des taxes. On parle, entre autres, dans la région de Montréal, chaque voiture coûterait aux alentours de 250, 280 piastres à immatriculer pour payer les opérations. Jamais personne parle de rationaliser. Jamais personne parle de checker si on n'a pas fait des erreurs quelque part. Personne parle de ça. C'est de saigner le monde absolument. Puis sais-tu quoi? Il semble y avoir une soif encore dans une bonne partie de la population. Écoute, ça, je pense que c'est une minorité qui monopolise tout l'espace public là-dessus, là. Tu sais, toute l'espèce de complexe militaro-industriel, des ONG subventionnés, là, de accès transport viable, toutes ces cochonneries-là qui grenouillent dans l'entourage des maires communistes, autant à Québec qu'à Montréal. Moi, je pense, écoute, la décision de Québec de donner la possibilité aux villes de taxer, je pense que c'est une bonne chose parce que s'ils veulent faire des initiatives comme ça, ils doivent taxer leurs propres citoyens. Donc moi, le principe, j'aime beaucoup plus ce principe-là que ce soit un chèque de Québec qui arrive à chaque année récurrent. Ce qui pourrait arriver, c'est que les maires qui vont faire ces augmentations-là de taxes en fonction du financement du transport en commun, qui est toujours un puissant fond, ben éventuellement ils vont faire face à la musique, ils vont porter les conséquences probablement électorales de ça, là. Donc je pense que ça va être une prise de plus pour ces maires communistes-là à Québec. Moi, je pense qu'il est pas mal déjà condamné. La mairesse Plante à Montréal, ça descend quand même assez rapidement aussi. Tu sais, il y a un ensemble de facteurs, la saleté de la ville, la criminalité qui monte, toute cette lubie du transport en commun. Puis d'ailleurs, je fais une parenthèse là-dessus parce que rappelle-toi, en Europe, ici, ils parlent de 2030 là, pour la fin des véhicules à essence, puis cette espèce de guerre à l'auto qui est relativement mondiale, mais qui est surtout portée par les maires communistes, puis les Justin Trudeau et les François Legault de ce monde. Je vais te dire une affaire, là, j'étais dans Lyon, qui est, je pense, la 3e ville de France, quand même 2 ou 3 millions de personnes dans la zone métro, puis malgré que, oui, il y a un tramway, puis il y a un métro, puis il y a des autobus, je veux dire, il y a des autos, Jeff, partout, des motos, des mobylettes, et il y a je dis là, la proportion de voitures électriques ici, là, c'est absolument marginal, là. À part quelques Tesla qu'on voit de temps en temps, on ne voit pas de Hyundai électrique, on ne voit pas de... Tu sais, comme on voit chez nous, on voit certaines autres marques. Ouais. Ici, il y a absolument aucune autre marque électrique qu'on voit, ou presque. C'est beaucoup du diesel, c'est beaucoup à essence, des petites voitures, oui, mais écoute, si la transition se fait effectivement en 2030, il y a un paquet de monde qui vont se ramasser, qu'ils vont devoir changer leur voiture, mais c'est quelque chose qui est, moi je pense, qui est pas réalisable et qui vont ultimement devoir reculer parce qu'il n'y a aucun désir du marché d'aller vers là. Hey, on peut-tu saluer, parce que les maires se sont déculottés à Montréal, donc mairesse le dit, Plante pour les taxes sur l'immatriculation. Le maire de Laval qui regrette l'achat pour 25 millions de véhicules électriques pour la police. La mairesse de Longueuil, puis il y a des dizaines d'autres maires qui ont signé une lettre pour dire qu'ils étaient prêts à passer une grosse taxe. Je veux juste saluer les maires, parce que le maire de Québec est isolé dans la région de Québec. Le maire de Saint-Augustin, le maire de Ancienne-Lorette, et pour une raison que j'ai de la misère à cerner encore, là, je pense que c'est parce que lui, il veut avoir toute la taxe pour lui, là. Mais en tout cas, pour l'instant, il est contre. Le maire de Lévis est contre. Ça, c'est... Si on fait le contraste avec Montréal, où ce que tout le monde est unanime à taxer les citoyens, là, puis aller au bat avec ça, il y a des gens qui se tiennent debout à Québec puis qui isolent complètement dans il y a une organisation, là, la communauté urbaine, ou je ne sais pas trop quoi, l'agglomération de Québec. Donc, le maire de Québec est isolé dans son goût de taxer. C'est qui n'est pas le cas à Montréal. Parce que, tu sais, on dit dans une agglomération, il y a plein de villes. Donc, tu vas avoir un peu de gens qui vont être dissidents. Il y a des gens... Non. Là, on a la preuve à Montréal que c'est tous des QS, tous des méga green, des méga gauchistes. Il y a une petite lueur d'espoir à Québec.
Ça me fait du bien de voir ça. Faut y saluer. Écoute, c'est pour la région de Montréal, il y a effectivement, écoute, l'invasion communiste, elle est complète en pourtour de Montréal. Tu sais, des villes comme Laval, ou quand dans certains secteurs, puis même sur la rive sud, quand tu dépasses un petit peu, tu sais, je te dirais la première ceinture de banlieue, au-delà de ça vit un peu comme dans la région de Québec. Là. C'est des villes comme, tu sais, un peu Lévis, etc. Donc, je pense que encore une fois, c'est un peu déconnecté du message, le message politique qu'envoient ces maires activistes-là. Je sais pas à quel point c'est vraiment connecté avec leur électorat. Je pense que dans la région de Québec, des gars comme Gilles Lehouillier, tout ça, savent que c'est des gens, en passant, Jeff, qui ont fait toute leur carrière politique en n'augmentant pas les taxes, ou à peu près, parce que le contexte économique de l'époque, rappelle-toi, il y a eu des années où le taux d'intérêt était historiquement bas. Donc, c'est des maires quand même qui ont fait leur carrière politique dans un environnement très facile au niveau financier. Donc là, de remonter la taxe, d'imposer une taxe sur les citoyens, je pense qu'il sait que politiquement, ça serait difficile à défendre. Là. Les autres, je pense que c'est des gens un peu naïfs, avec peu d'expérience, puis tu sais, qui sont prêts à faire ça de leur combat de leur vie. Ben justement, si vous êtes prêts à mourir sur cette colline-là, de cette lubie green, ben fine, là, vous allez être crucifié là-dessus, là, quand je parle de justement marchands et plantes, là. Qu'est-ce que tu en penses de l'histoire de... Je comprends que c'est pas gros, mais je veux dire, le sens de ça, c'est du jamais vu. Et de voir, parce que moi, j'essaie de penser qu'une place dans le monde dit, si tu viens me voir, faut que tu me donnes de l'argent pour rentrer, puis tu vas avoir un code QR. J'ai l'impression qu'il y aurait une ville de boucliers partout. Il y en a un peu sur l'île, les résidents qui restent là. Ben voyons donc, je dois être obligé de montrer mon permis de conduire pour sortir de chez nous. C'est quoi cette affaire-là? Mais il y a beaucoup, à Montréal, il y a beaucoup de Bobo Green et de journalistes, entre autres Isabelle Haché dans la presse aujourd'hui, qui dit, ben non, c'est un trésor, faut donner 30 $. Elle ne comprend pas le principe derrière ça. Est-ce que ça t'a allumé un peu ce sujet-là du 30 $ à l'île, aux îles de Madeleine? Ben, moi, premièrement, j'en ai rien à crisser des îles de la Madeleine, là, fait que j'irai pas là, premièrement. Donc, qui gardent leur passeport QR. On va prendre souvent, parce que j'imagine que ça va coûter le même prix. C'est le cas de Charlevoix puis du Club Med. On peut aussi bien prendre un vol pendant en Europe, aux États-Unis, plutôt que se faire chier au Québec avec des règles et des prix, là, qui sont souvent plus élevés que partout ailleurs sur la planète. Mais sur le fond, ça fait aucun bon sens. Tu sais, qu'il y a une espèce de taxe dans les commerces, c'est le cas à Tremblant, notamment. Tu sais, il y a une taxe additionnelle pour financer les activités, que l'île de la Madeleine fasse quelque chose en ce sens-là, OK, fine, je veux dire, ils ont le droit de taxer s'ils veulent, s'ils veulent, mais de là à dire qu'il va y avoir un certain contrôle avec un passeport, mais c'est complètement débile. Isabelle Haché, ça, c'était la même gang d'idiots qui, les petits dictateurs décomplexés qui soutenaient l'idée du passeport vaccinal, parce que dans le fond, cette idée de contrôle-là, eux, ça renforce leur croyance personnelle que, tu sais, faut manager, faut gérer les gens, ça va permettre des taxer plus, ça va permettre de limiter l'accès à certains quartiers éventuellement. Donc, le principe, eux, ils salivent à l'idée de déployer ça ailleurs. Mais tu sais, justement, écoute, je disais, là, il y a quelqu'un, je pense, qui avait tweeté de quoi, que ça va coûter je sais pas combien de millions juste à administrer ça avec des employés de l'État. Non, ça n'a aucun maudit bon sens, cette affaire-là. Aucun sens. Première partie avec Joe Hamel, c'est fait. On a fait le tour de l'actualité. Joe est sur un méga trip en France, trip de vin avec des chums. Il nous en parle pendant les 20 prochaines minutes, ici même sur Radio Pirate Prime et sur le live également. JeffFillion.com. Faites partie de l'invasion. RadioPirate.com. Radio Pirate. 100% 100% Partie pirate. numéro 2 avec Joe Hamel. Il va nous faire rêver dans les vignobles de France. On s'en va en Bourgogne, les amis, avec Joe. Hey, Joe, parle-moi de ton voyage, OK? Je sais que tu nous as envoyé des photos pas mal. On a vu, nous autres, des choses. Mais parle-nous un peu de ton voyage avec ta gang de chums sérieux. Vous faites un méchant tour, là. Ben écoute, on est des amateurs de vin. Mes amis plus que moi j'aime le bon vin, tout ça, mais eux, c'est vraiment des connaisseurs, là. Tu sais, je te donne une idée, c'est des gens qui, avec des vignerons ici, comme relativement célèbres, font des dégustations à l'aveugle, puis souvent, c'est eux qui trouvent le vin, là. Fait qu'on est quand même dans les ligues majeures, là, du vinicole ici. Oui. Des fins nez puis des fins palais, je te dirais.
Donc, moi, je suis le 4e trio en arrière, puis je bois tout ce qu'on me donne, là. Puis je me la ferme. Mais disons, première partie du voyage, Lyon, écoute, Montréal-Lyon, il y a quand même un vol ou plusieurs vols quand même directs, plusieurs fois par semaine. Écoute, surpris par la beauté de cette ville-là. C'est, comme je disais tantôt, la 3e ville de France. C'est un coin qui est assez riche. Une grosse industrie chimique autour, un peu comme, tu sais, l'Est de Montréal un petit peu, là. Et beaucoup de pharma aussi. Il y a tout un quartier techno à Lyon qui est quand même assez développé. Donc, très belle ville, Jeff. OK, honnêtement, là, la propreté de cette ville-là jette à terre quand on sort de Montréal, là. C'est quand même assez remarquable. Écoute, c'est parmi les meilleurs Lyon, Jeff, Jerry, tu sais, c'est la capitale mondiale de la gastronomie, voilà, avec l'héritage du chef Paul Bocuse, Monsieur Paul, comme il l'appelle ici. Donc, ça a révolutionné la cuisine française. On a eu la chance d'aller dans 2 de ses brasseries, là, parce que dans le fond, le restaurant de Paul Bocuse, ça prend, je pense, 6 mois à avoir une réservation. Là, donc, c'est assez difficile d'y aller. Mais bon, on a fait les petites brasseries, puis certains petits restaurants indépendants, plus émergents, mais généralement, là, on mange très bien. À part les gros étoilés Michelin, généralement, pour ce que tu manges et ce que tu bois, c'est moins cher qu'au Québec, là, même avec l'échange de devises. Là. Donc ça, c'est quand même assez révélateur. Une vie nocturne absolument incroyable. Écoute, il y a 2 styles, il y a des espèces de petits bistrots, il y a les petits bars, puis il y a les vrais clubs qui ferment pas, dans le fond, là, ça ferme à 6-7 heures du matin. Puis, il y a un paquet de choses qui sont, on dirait, plus simples ici. Tu sais, ils se font pas chier avec des petits règlements. T'as les autos parquées des 2 sens de la rue, des 2 côtés. T'as, tu sais, les gens peuvent sortir avec leur verre des bars. À Montréal, tu te fais manger, tu manges une amende dès que tu sors. Donc, tu sais, le monde a quand même une certaine joie de vivre qu'on a perdue au Québec. Puis dans une ville comme Lyon, où il fait bon vivre, là, on sent quand même, puis là, on n'est pas d'accord, on est quand même au printemps, là, c'est froid, donc j'ose imaginer l'été, quand il fait 30-35 degrés, quel genre de ville que c'est, ça doit être absolument magnifique, là. Là, tu as fait le tour de quelques... t'es allé dans quelques places spécifiques, entre autres, t'es allé... T'as commencé par la Côte-Rôtie, là, justement, le Rhône, là, ça, c'est une des places les plus spectaculaires. Exact. Ça, c'est pas très loin de Lyon. C'est à peu près à 20-30 minutes. On a rencontré la famille Garon, d'ailleurs, qui ont quand même pas mal de liens au Québec. Il y a beaucoup de Québécois qui viennent visiter de par l'arbre généalogique, pardon. C'est les fils Garon qui ont repris ça de leur père. Écoute, je pense qu'il y a quelque chose comme 500 ans d'histoire derrière ça. Ils ont perdu, tu sais, les Allemands avaient saisi le domaine pendant la Deuxième Guerre. Ils avaient été expulsés, ils ont revenu. Le grand-père, l'arrière-grand-père et le grand-père cultivaient, tu sais, juste pour la subsistance. Là. Jerry vendait le raisin. Donc, la culture a vraiment repris au début des années 80. Ils ont replanté des vignes. Donc, les plus vieilles vignes ont, tu sais, un peu plus de 40 ans. Mais c'est un domaine qui a été complètement replanté. Fait que c'est tout ce qu'ils appellent la Côte-Rôtie. Eux, ils ont quasiment une super de belle parcelle. Tout le village, tu sais, c'est en Blois ou en Poix, quelque chose comme ça. C'est à peu près toute la propriété de Gigal, qui est une grosse compagnie. Donc, quasiment tout acheté les producteurs voisins. Écoute, on me disait, mon ami qui est un importateur, qui connaît très bien le domaine, il dit, écoute, 1 hectare dans ce coin-là, c'est entre 3 et 4 millions d'euros. Donc, ça arrive souvent que ceux qui ont hérité de ça, tu vois, eux autres, je pense qu'il y avait 20-25 hectares, faites le calcul. Tu sais, c'est des gars, du monde qui se promènent en veste puis en pantalon Big Bill dans les vignes, mais qui sont assis sur une fortune de pas loin de 100 millions de dollars canadiens, là. Donc, c'est pas rien, là. Fait que c'est absolument magnifique. Écoute, ils ont des très, très bons vins. Je pense qu'il y en a quelques-uns à la SAQ, là, les Garons. Très belle cuvée, là, 22, là, ça va être les 23 qu'on va avoir. Mais c'est le seul qu'on a visité dans la Côte-Rôtie. Par la suite, ben écoute, quelques jours plus tard, on est déménagé vers vraiment le cœur du voyage qui est ici en Bourgogne. Donc, nous, on est basé à Beaune. La ville de Beaune, c'est à peu près 25 000 habitants. Puis, je te dirais, le chemin, Jerry, c'est Puligny, Bonrachet, Meursault, Beaune. Ensuite, Nuits-Saint-Georges, Vaughan-Romanée et Chambol-Musigny. Donc, c'est toute la ligne, ce qu'appelle la Côte-d'Or et la Côte-de-Nuit. Et moi, écoute, ça fait pas longtemps que je m'intéresse à ça autant, mais tu sais, quand je lisais, par exemple, Chambol-Musigny, moi, je pensais que c'était des domaines, mais en fait, c'est des petits villages. C'est tous des petits villages dans lesquels l'appellation est reliée à, parce que tu as souvent un vin, par exemple, Chambol-Musigny village, ça veut dire que c'est cultivé directement dans ou autour de village. Alors que quand tu arrives dans les premiers et les grands crus, là, tu es vraiment dans les vignes, vraiment dans les parcelles les plus
je te dirais, prime, qui sont cultivés depuis des centaines d'années et qui, regarde, t'as donné un chiffre, moi je pensais que c'était beaucoup plus gros que ça, la Bourgogne, mais en réalité, c'est 3% de la production du vin français. Puis les grands crus, Jerry, là, c'est 1% de la Bourgogne. Donc, c'est 1% du 3% qui est les plus grands vins qu'on a vus. Écoute, je te dirais, je vais te parler de noms mythiques. On est allé à quelques pieds du domaine de la Romanée-Conti, un domaine qui remonte à 1500 ans d'histoire. Wow. Une bouteille, ça joue entre 50 000 € et 5 000 €, dépendamment des millésimes. Écoute, tu vois ça devant toi, là, et c'est pas plus gros qu'une maison, un bon terrain, mettons, à Saint-Augustin. Là. Probablement que ton terrain, Jeff, est plus gros que le domaine de la Romanée-Conti. Là. Ah ouais, non, c'est quand même capoté, ça. Ouais. Ce qui est incroyable de la Bourgogne, c'est que l'autre, il appelle ça des climats. Donc, c'est toutes des parcelles de terrain qui ont été délimitées par des moines il y a quoi, 1000 ans, mettons. Donc, c'est tous ces bouts de terrain-là, mais chaque bout de terrain a son nom. Donc, quand tu regardes sur des bouteilles, justement, tu vas avoir, mettons, telle bouteille, il va y avoir le nom du terrain, de la parcelle, puis comme Jo vient de le dire, des fois, c'est des parcelles grandes comme ton terrain ici. Là. Ouais. Donc, imagine-toi, la Tu sais, comme le domaine de la Romanée-Conti, il est quand même il est au bout d'une petite rue, là, puis quand tu arrives au bout de la rue, t'as une autre rue perpendiculaire, puis là, quand tu t'en vas vers la gauche, vers l'est, tu arrives au domaine de la grande rue, puis juste l'autre bord, tu connais Latache, Jerry? Oui, Latache. Latache, qui est, je pense que probablement le deuxième plus grand rouge. Ces vins-là sont en l'intérieur, je te dirais, de 300-400 mètres de distance, puis juste je pense que c'est à l'est, de l'autre côté de la rue, c'est un vin qui est absolument, c'est pas de la piquette, mais c'est absolument pas au même niveau. Donc, c'est absolument fascinant de voir que dans l'espace d'à peu près 25 pieds, tu tombes sur un autre domaine et c'est complètement une autre appellation, la même appellation, mais un autre domaine. Et la bouteille peut peut-être bien se vendre 200 € au lieu de 5 000 et 50 000. Là, c'est difficile à croire, faut le voir. Et quelque chose qui est vraiment impressionnant, c'est le clos de Vougeot, où il y a le château anciennement, c'était le comte de Vougeot, je pense. Là-dedans, Jerry, t'as 80 propriétaires. Voilà. Puis t'en as là-dedans qui ont juste assez de terrain pour faire une caisse par année. C'est ça. Hein? Mm-hmm. Ah ouais, à ce prix-là, t'as pas besoin d'en faire une tonne. Le champ, il appartient à une gang. Oui. Puis chaque parcelle a son nom. Ouais. C'est ça l'histoire, comme tu disais, c'est les moines cisterciens là, qui avaient commencé ça, le vin, il y a vraiment longtemps. Puis c'est le Code Napoléon qui avait été imposé, puis qui imposait, dans le fond, le Code Napoléon avait imposé que quand tu as une succession, les actifs sont séparés également entre les enfants. Donc ça a permis de morceler les territoires de la Bourgogne, et éventuellement, ça a été vendu et cédé. Comme tu vois, on est allé chez les frères Boisger hier matin, et eux, ils ont hérité de ça de leur grand-mère. Et éventuellement, genre, le père voulait vendre ça. La mère a dit non, on va garder ça d'un coup que nos enfants veulent embarquer là-dedans. Fait que, évidemment, les enfants ils ont fini par embarquer là-dedans. Mais tu sais, ils auraient très bien pu vendre ça à profit à l'époque, il y a peut-être 30-40 ans. Et aujourd'hui, ça vaut des dizaines de millions d'euros là, à quelques dizaines de mètres, encore une fois, là, de la Romanée-Conti. C'est en plein village de Vaune-Romanée. C'est absolument fascinant de voir aussi la propreté de ces petits villages-là. Ça remonte à quoi? Facilement 1500 ans, là. Ça a une histoire fascinante. Des beaux petits villages avec quand même, tu sais, comme Beaune, c'est 25 000 habitants. Nuit-Saint-Georges, c'est un petit peu plus petit, c'est peut-être une dizaine de mille. Donc, des beaux petits villages, un petit peu d'ampleur de ce qu'on voit dans les régions du Québec. Mais écoute, tu vas manger sur un petit bistrot du coin, tu vas manger comme une des meilleures terres à Montréal pour un quart du prix, là. C'est ça. Il y a de la richesse là, c'est incroyable. Puis là, qu'est-ce qui est passionnant, justement, quand tu embarques là-dedans, tu peux pas t'en sortir. C'est l'infini. C'est que ces parcelles de terrain-là, imaginez, là, mettons, que toi, tu plantes un pied de vigne en avant de la maison, puis tu plantes un pied de vigne en arrière de la maison. C'est le même cépage, c'est la même vigne qui a été plantée dans le même temps. Mais ils vont donner 2 vins différents. C'est tellement découpé que ce découpage-là, des fois, il n'est pas au hasard. Il a été fait avec le temps où ils ont découvert, OK, ce bout de terrain-là, il donne un meilleur vin que ce bout de terrain-là. Donc, avec le temps, avec les décennies qui passent, ben, il se fait des réputations de bout de terrain. Ouais. Et c'est ça qui fait que... Oui, vas-y. Il y a quelque chose que moi, j'ai découvert ici, là, qui est... tu sais, on est dans comme une de mes thèses d'investissement, beaucoup, moi, c'est la rareté. Donc, tu sais, pour certains, c'est l'immobilier. Moi, c'est Bitcoin, les terres minières, les métaux précieux, etc. Mais je pense que j'ai mieux compris ici la vraie rareté
de ces domaines-là, mais c'est pas juste, Jerry, oui, les vignes, il y a des vignes là-dedans qui ont plus de 100 ans, puis des fois c'est 45 ans, tu sais, quand tu parles de vieilles vignes. Donc, il y a dedans, il y a quelque chose que le temps, tu ne peux pas remplacer le temps. Comme disait Charlie Munger, là, le bras droit de Buffett qui est décédé récemment, tu peux pas faire 9 bébés en mettant 9 femmes enceintes pendant un mois. Là. Ça prend une femme enceinte pendant 9 mois qui donne un bébé. T'sais. Fait qu'une femme enceinte pendant 9 mois qui donne un bébé. Donc, il y a des choses que le temps, tu peux pas accélérer le vieillissement. Et ça, c'est vrai dans le processus de vinification. Mais un autre aspect, moi, qui m'a impressionné, Jerry, c'est toute l'industrie des fûts. Il y a plusieurs tonneliers ici, parce que tous les fûts de chêne, les chênes, les tonneaux, vraiment les fûts de haute qualité, ça vient vraiment d'une appellation contrôlée de bois. Et ça, c'est extrêmement rare parce que ça prend pas de nœud. Il n'y a pas de nœud dans le bois pour faire les tonneaux parfaits. Et certaines appellations, comme le domaine Pierre-Vincent Girardin, qu'on est allé visiter, le vigneron a 25 ans, Jerry. Là, donc, quand même, le gars parle avec l'expérience d'un gars de 50 ans. S'il a l'air plus mature que nous autres, pas drôle. Mais il expliquait que lui, sa cuvée de rouge, les fûts sont utilisés qu'une seule fois. Wow. Donc, pour produire sa cuvée, tu as besoin de bois qui est quand même rare. Tu l'utilises une seule fois. Puis un autre aspect aussi, c'est le liège. Il y a différentes qualités de bouchons de liège. Il y a une variété de liège qui est extrêmement rare et qui est utilisée dans certaines des bouteilles de Grand Cru, qui ajoute à la rareté globale de la chaîne d'approvisionnement du vin. Et quand tu additionnes tout ça, là, tu as quelque chose de réellement unique. Écoute, il y a un gars qui nous contait des histoires ici, il y a des anecdotes, Jerry, où tu as des Chinois qui débarquent ou des Russes Ça doit qui être veulent incroyable. acheter des domaines Oh oui, pour ça- des plusieurs milliards, puis ils se font envoyer chier par du monde en salopette, là. Non, c'est arrivé. Apparemment, il y a un Russe qui est débarqué, genre, avec une cargaison de caviar, puis il voulait acheter une parcelle. C'est incroyable. Comme par exemple, la Romanée Conti, ça n'a aucune valeur. Tout l'argent du monde, pour certains, ne pourrait pas acheter ça. La famille ne va pas vendre ça. Donc ça, c'est difficile à comprendre dans un domaine comptable et financiarisé, là, comme dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, là. Wow. Qu'est-ce qu'ils font avec les tonneaux une fois qu'ils sont. Vu qu'ils utilisent une fois, y a-tu un autre vignoble quelque part qui lui dit non, moi je veux avec un peu moins boisé, un peu moins de chêne, donc moi je vais l'utiliser, puis avec le mélange de l'eau de vin, ça va faire. Y a-tu une suite à ça ou c'est complètement démoli? Ouais, exact. Ben, le blanc, il l'utilise un petit peu plus. Là, je pense que c'est 2 ou 3 fois. Okay. Il y a toute une chaîne d'approvisionnement. Lui qui l'utilise juste une fois, il nous disait que dans le fond, c'est un crédit bail. Il retourne le tonneau, un peu comme une location d'auto. Il retourne les tonneaux après. Et après ça, le producteur de tonneaux, lui, il a probablement des demandeurs pour... Apparemment, toute l'industrie du spiritueux sont demandants de... Tu sais, ils veulent des fûts de chêne qui ont déjà eu du Bourgogne, quelque chose pour faire soit des scotch ou des trucs comme ça. Là. Donc, il y a toute une industrie du tonneau. Il y a toute une industrie aussi du fruit, c'est-à-dire qu'il y a toute une industrie de certaines parties, parce que les producteurs, des fois, c'est pas tous eux qui produisent, ils achètent une certaine partie de vignes, de production de l'extérieur pour faire leur propre production. On a vu, Jerry, très grosse différence entre certains producteurs beaucoup plus conservateurs qui veulent rien savoir des vignes entières, alors que d'autres font des vins avec la vigne entière. Ça, il y a toute une école là-dessus de pensée. Mais écoute, c'est fascinant. Là. Moi, des fois, je veux dire, je pense que ça dépasse un petit peu mon niveau de connaissance, mais ça m'a... toute l'industrie m'a vraiment impressionné de par... Puis c'est des gens, je te dis, c'est des agriculteurs. Là. Tu leur parles... c'est des gens qui sont connus ici au petit bistrot du coin. Puis ça vaut plusieurs dizaines, des fois centaines de millions. À Vaudremanaye, il y a un comte là, qui débarque là. Il y a un petit bistrot, puis il y a une cave où des fois il va boire. Écoute, il y a des histoires absolument surréalistes ici. Là. Ouais, il faut un beau tour. Hey, par rapport au... écoute, il faut parler de changement climatique parce que tout se réchauffe. Ça prend... Ça, c'est capoté. Ça prend vraiment du courage pour t'aller dans ton champ puis mettre le feu dans des chaudières pour garder une chaleur dans ton champ quand il fait trop froid. Ouais, c'est arrivé cette semaine, ça. Ils ont de l'ouvrage en tabarouette, là. Ben, écoute, c'est arrivé cette semaine, on a vu ça live. Nous, on était, pas mal avancé sur notre 3/4e bouteille de Bourgogne avec un ou deux producteurs à la cave de la Madeleine, d'ailleurs, qui est une cave célèbre à Beaune. D'ailleurs, je voyais qu'un des gars qui passait souvent, c'était David McMillan de chez Joe Beef. Il y avait un livre de Joe Beef dans le restaurant. Fait que, écoute, les Québécois, on est reçus ici, là.
c'est comme de la royauté, là. Dès qu'ils entendent notre accent, là, ils se garochent sur nous autres, puis c'est assez spécial. Puis justement, on était avec les producteurs, puis ils regardaient la température, ils disaient « Ouais, il faut que j'y aille, tout ça. » Puis oui, il y a ce qu'on appelle les chandelles, Jerry, ce que tu as dit, mais il y a aussi des éoliennes ou des espèces de fans avec une grosse chaufferette en dessous qui réussit à je te dirais, ça réchauffe à peu près 1 hectare de 1 ou 2 degrés. Donc, cet effet marginal-là, tu sais, tu penses-y, là, tu chauffes le dehors, littéralement, là. C'est un système, je pense au propane ou au gaz, là, et ça chauffe, et eux, dans le fond, avec un ventilateur, ils chauffent, dans le fond, les environs, et on en a vu beaucoup installés dans les champs ici, là. Juste le vent, même pas de chauffage, ça fait une grosse différence, même dans une zone de température, parce que c'est quand le vent tombe que le gel fait les dégâts. Donc, le vent change juste la patente. Hey, juste pour finir. Écoute, je te donne un petit hint, Jerry. Le producteur nous a dit, un des producteurs, je vais taire son nom, il nous a dit que il pense que la prochaine Bourgogne en émergence, ça va être le Jura. Il dit que ce qui s'en vient avec le climat qui change, tout ça, vers cette région, il dit le Jura, ça reste plus brut, ça reste plus c'est moins raffiné un petit peu, mais il pense qu'il va y avoir des futurs stars qui vont émerger dans cette région-là. Fait que si tu veux surveiller, là, c'est ce qu'on entend là, directement ici. Là. Ouais. Hey, juste pour finir, je t'écoute, là. Tu sais que tout ça pourrait pas arriver chez nous, là. C'est toutes ces petites affaires-là, ces petites PME-là qui ont réussi à bâtir à travers l'histoire. Mettons qu'il arrive avec un peu de changement climatique, la chance des gens en Estrie ou ailleurs, Saint-Hyacinthe, de partir des affaires avec la SAQ, parce que là, les gars de gin l'ont su un matin, là, c'est fini. Là, ils vont se mettre dehors des tablettes. On n'a aucune liberté aux petites PME de créer des affaires de main. C'est incroyable, pareil, quand tu y penses. Parce que ça vient justement d'une liberté de pouvoir le faire. Mais nous, on n'a pas cette liberté-là. C'est incroyable quand tu y penses. Écoute, le domaine de Côte-Rôtie, Jeff, nous disait que Jerry nous disait qu'il vendait 70% de sa production en France. Moi, j'ai fait le saut, je pensais que c'était beaucoup plus à l'extérieur que ça, mais en fait, les vignobles, ils approvisionnent en grande partie la France. Donc, eux, ils achètent ça aux dépanneurs du coin, dans ce qu'ils appellent les caves. Il y a beaucoup ce qu'on appelle des caves, là. C'est des places pour aller prendre du vin, découvrir on n'a pas ça au Québec. C'est un scandale. Un peuple comme le Québec, on est latin. Chris, toutes les lois qui nous bloquent d'être latin, sacrément, ça n'a aucun sens. Donc, ça, il y a toute cette économie-là ici du vin, mais de la bouffe aussi. Écoute, les restaurants, tout ça, ça semble beaucoup, beaucoup plus libre. Puis c'est réglementé, mais avec des associations locales. Tu sais, par exemple, comme l'appellation d'origine contrôlée, c'est tous des trucs locaux. Donc, si tu veux faire du vin en Bourgogne, faut que tu suives, Jerry, ce qu'on appelle le cahier des charges. C'est-à-dire que les vignes, faut pas qu'il soit plus haut que ça. Faut que ton hectare a produise tant d'hectolitres par année, pas plus, pas moins. Donc, tu peux pas arriver ici puis toi faire complètement une autre méthode de production, là. Donc, mais ces règles-là, ça proviennent de producteurs qui se sont mis ensemble pour protéger la marque. C'est pas le gouvernement qui a débarqué puis il dit vous allez faire ce vin-là, là. Ouais, c'est ça. C'est pas un fonctionnaire à Paris qui a décidé, là, qui connaît rien là-dedans. Là. C'est ça. Là, eux, dans le fond, ils protègent vraiment l'appellation du terroir par des règles, s'assurer de la qualité. Wow. Thank you, Joe. Ben, bonne fin de voyage. Puis, en tout cas, si jamais Là, tu finis ça à Paris, là? Ouais, on s'en va à Paris. Tu vois, on a loué une voiture, fait qu'on part d'ici vers Paris. C'est à peu près 2h30. Puis, Paris, 2 jours, puis on revient à Valérie-Grad directement, là. Valérie-Grad. Valérie-Grad. OK. Regarde, bon retour, puis on veut pas voir ton bill de ta carte American Express. Non, je vais pas le voir non plus tout de suite. Je vais pas le voir tout de suite non plus. Salut, Joe. Bonne fin de voyage. Allez. Bye. Juste du bon stock. Every hour. Du bon stock. RadioPirate.com. Get pirate or get out. Le Vestiaire vous est présenté par Frédéric Masson Remax, un courtier immobilier pirate, authentique et super impliqué pour ses clients depuis 20 ans. Avec son équipe, il est présent partout dans la région de Québec. Ses mises en marché font wow! Expérience, compétence, transparence, performance. Nous, on vend. FrédéricMasson.com. Jeff Fillion. Through the center zone for Montreal. The pass across. They score! Qu'est-ce qu'on va dire aux journalistes?
J'ai dit, dis-leur ce que tu voudras, Chris. Moi, je Chris mon camp. Voilà, c'est fait. Tiens, on est commencé dans le vestiaire. On a notre gang, je dirais notre gang habituelle, tiens. Jerry, Oui. ben oui, Jerry, le genre de Assis star. dans le fond du vestiaire, tranquille. Assis dans le fond du vestiaire, tranquille, la paix. Oui. Laisse est là. Tout le monde chiale en passant. Ça arrive, tout le monde chiale. Laisse chiale. Dodu chiale. Il y a Max n'a pas chialé Non. ben. Mr. White mange des claques dans le côté de la bolle. Si, boire, c'est pas facile. Vous êtes dur avec Mr. White en passant, là. Elles sont vraiment dures. Mais c'est Dodu, là. Dodu est en, je sais pas, en dehors des ondes, Dodu était fâché. Là. Tu vas-tu être plus de bonne humeur en ondes? Oh non, moi, je trouve ça drôle, c'est tout. Là. Moi, je suis pas fâché comme Les, là. Arrive avec les grands sabots, là. Moi, on va vous dire, là, honnêtement, c'est ça que je disais hors d'onde à Jeff. On va commencer comme ça, puis c'est moi qui va commencer. Ouais, j'ai trouvé ça bon, ça. Moi, je suis très, très déçu de la Ligue nationale de hockey présentement dans les débuts de série 2024. Ouais. Vraiment, vraiment déçu. Pourquoi? Ben, tu me l'as dit avant, puis je suis d'accord. La cédule, 100% d'accord. Non, rien de ça. Moi, hier, j'étais dans mon sofa seul et je me disais, demain matin, je suis nommé directeur général d'un club dans la Ligue nationale. Bon, là, je regarde comment ça se passe en série. Là, je fais pas des séries cette année. Là. Moi, là, je suis en études. Là. Je viens de commencer ma job. Mais là, si moi, je veux faire les séries et si je veux gagner la Coupe Stanley, il faut que j'aille 2 clubs. Parce que l'arbitrage est vraiment, vraiment, vraiment pas pareil. Ça te prend des toughs, ça te prend des gars qui jouent rude, ça te prend des gars qui vont à la guerre, puis qui accrochent, puis qui... Tu sais, mais dans la saison, aussitôt que le bâton touche un gant, c'est un 2 minutes. Aussitôt que tu fais un petit peu d'obstruction, c'est un 2 minutes. Là, le bras autour de la taille aussi. Le bras autour de la taille. Mais là, tu as le droit, là, présentement. Hé, Chris, là, c'est 2 bras, là. Fait que je fais quoi, moi? Parce que si, mettons, je mets mon équipe de série en saison, je ne ferai pas les playoffs. Là, parce que je vais être tout le temps sur le banc des punitions. Oui, ça c'est sûr. Le Canadien, es-tu plus bâti pour la saison ou les séries, là? La saison. Ni un ni l'autre. La saison. Ah oui? Ah ouais. Fait que le jour où on va arriver en série, parce que ça va arriver un moment donné, c'est tough, mais on va arriver peut-être l'année prochaine, dans 2 ans, dans 3 ans, on sera pas prête. Là. Ben, juste pour vous donner un exemple, moi, j'ai regardé puis j'ai scruté à la loupe Nathan MacKinnon. Dans mon livre à moi, c'est le 2e meilleur joueur de la Ligue. Complet, mettons. Ouais. Mais on le voit beaucoup moins. Parce que en saison, ils n'ont pas le droit de l'accrocher. Il est rapide, il a des bonnes mains. Ils n'ont pas le droit de l'accrocher. Ils n'ont pas le droit d'obstruer dessus. Mais là, ils ont le droit. Là. Fait que c'est sûr que ce gars-là, il faut qu'il travaille beaucoup plus. Je vous dis pas qu'il n'est pas bon, là. Ouais, mais là, il joue pas contre des manchots non plus. Tu sais, là, c'est la différence de la saison, laisse. Là. Ben, les manchots, non. Tu sais, je veux dire, quand tu joues contre le Wild du Minnesota, McKinnon, tu le vois plus que contre les Jets. Là. Les Jets, je suis d'accord. Je suis d'accord, mais comment de pénalités que les défenseurs ont pris dessus cette année, ça serait, je le sais pas, là, mais ça serait très, très, très... Moi, ouais, mais tu sais, là, des pénalités, puis de l'accrochage ou peu importe, tu le sais, les playoffs, il y a une coche que les gars... Hey, dans la game d'hier, les gars Panthers-Floride, les Panthers contre le Lightning, là, il y a eu 173 mises en échec. Exact. Combinées. D'habitude, dans la saison, là, ça te prend 3 games pour te rendre à ce numéro combiné-là. Hey, il y a un autre gear que les gars vont chercher, puis ça fait que c'est pour ça que McKinnon a moins de place à la glace. Mais avoue que ce match-là, moi j'ai écouté ce match-là, avoue que ce match-là, en 2e, entre autres, là, il y avait facilement 20 pénalités qui n'ont pas été collées. Hey, comment de coups de hockey d'en face qui n'a pas été pénalisé? C'est l'enfer. Puis là, il y a 2 arbitres. Venez pas dire qu'ils ne voient pas. Là. Dans la saison, ils les voient toutes. Mais là, il ne voit plus rien. Moi, ça me fait capoter parce que, tu sais, encore là, oui, c'est un bon... Comme tu dis, je suis d'accord avec toi, les playoffs, c'est les playoffs. Mais comme au football, je parlais avec Jerry et Jeff hors d'onde, au football, là, si ton équipe est punie souvent, en série, ils vont être punis souvent. Oui. Et c'est plus stable. Plus stable. On peut chialer contre l'arbitrage à NFL, mais c'est plus pareil entre la saison et les playoffs. La NHL, ils nous avaient dit il y a 2 ans, c'est après que les Canadiens étaient allés à la Coupe Stanley, ils avaient dit « Ouais, là, on a passé le message, puis les arbitres, ça va être le même arbitrage qu'en saison. » Mais c'est pas vrai, là. Non. Pas vrai. Mais j'ai le goût de vous donner raison, parce que même Rangers Capitals, genre de coup de coude de Panarin, puis tu sais, il y en a eu plein, puis ça n'a pas été puni. Mais en même temps, les bons joueurs trouvent un moyen de s'en sortir. Tu sais, McDavid, il y a quand même 5 passes, là. Puis il y avait Dano dans le cul toute la game, là. Je veux dire, il y a des gars qui réussissent à faire la même chose, même plus, une fois les séries commencées. Puis souvent, ces gars-là, oui, c'est McDavid, mais des fois, c'est des gars de 3e trio qui sortent de nulle part puis qui changent la game. Ouais.
C'est sûr que les gars de troisième trio, les gars qui sont plus rough, comme Matthew Tkachuk, là, c'est sûr qu'en série, là, il est bien meilleur qu'en saison. En saison parce qu'il a le droit d'en faire plus. Oui. Oui. C'est un gars de série, c'est un gars de playoff. Oui. Tu sais, je veux dire, quand ça se met à frapper de même, les gars qui frappent dans la saison, les gars se ménagent un peu, t'évoient un peu. Mais là, dans les games physiques de même, hey, les gars, je sais pas, là. Moi, la dernière fois que j'avais vu ces chiffres-là, là, c'était là le temps que les Kings pognaient tout le temps les Sharks dans les séries. Les années que les Kings ont gagné le. Hey, ça frappait dans ces séries-là, j'en revenais pas. C'était du 100 puis du 110 mises en échec combinées. Là, hier, je comprends, la game est allée en prolongation, mais ça s'est fini quand même assez vite. Hey, ta minute, là, 137 mises en échec dans la game, là. Les gars, ça va finir avec des. Puis même chose, Winnipeg, Colorado, by the way, ça va finir avec des sacs de glace là, après les games. Ça doit Moi, je vais faire mon chialeux, puis au pire, vous êtes plus peut-être pur hockey que moi, là. On veut rajouter des équipes en série parce qu'on va avoir des expansions. Puis on va amener ça à 34 équipes et à 36 équipes. Sérieusement, est-ce que le format des 4-7, même en première ronde, commence à être un peu overused? Je me suis habitué à regarder bien du soccer où c'est un match qui décide de qu'est-ce qui se passe, où c'est des allers-retours, la NCAA, le Frozen Four. Est-ce que des 4-7 en première ronde, c'est un peu long pour rien en ce moment? Bien, ça changera jamais parce que toujours la Coupe, tu sais, avec les années, ils veulent se comparer et tout ça. L'argent aussi. L'argent, oui. Puis, tu sais, tu peux pas dire, moi, ces années-là, il y a eu 3-4 ans qui ont gagné la Coupe, mais ils ont eu des 3-5 au début, ça pourra pas marcher, d'après moi. C'est comme, dans le fond, moi, je mets ça comme le golf. Là, mais, mettons, Tiger serait bon si on pouvait le mettre en quart, mais on peut pas parce que les championnats... Faut que tu marches le terrain. C'est ça. C'est comme un règlement historique. Oui, c'est ça. Moi, je pense que ça arrivera jamais. Mais moi contrairement à ce que tu penses, Max, moi, je trouve que la première ronde, là, c'est la plus excitante de toutes, quasiment, parce qu'il y a des grosses têtes qui vont tomber. Là. Hey, Boston, Toronto, là, c'est grave. Là. C'est deux bons clubs de hockey. Là. Il n'y a pas grand place. Hier, on regardait l'État de la Floride. C'est incroyable. C'est deux équipes de hockey qui pourraient gagner la Coupe. Ouais. S'ils n'ont pas trop de blessés, c'est... Mais ça va être la clé. Là. Ça va être mais moi, je pense qu'on va aller à l'inverse, Max, honnêtement, à ton point. Là. Je pense qu'à l'inverse, on va probablement faire comme au baseball avec les games de wild card, puis on va rajouter des mini-séries avant la première ronde 4-7. Des matchs barrages ou des 2-3 avant les 16 victoires à aller chercher pour la Coupe. Je pense qu'ils vont vouloir, à un moment donné, mettre 20 équipes dans les séries, parce que là, n'oubliez pas, on est rendu à 32 équipes. De la façon que les discussions d'expansion vont être à 34 bien vite. Je pense qu'éventuellement, ils vont vouloir ajouter 20 équipes. Puis même, je pense que c'est Elliot Friedman, il y a quelques semaines ou quelques mois, dans un podcast avec les gars de Spitting Chicklets, qui avait jasé de dire, tu pourrais avoir, mettons, 10 équipes par conférence qui fait les séries. Puis là, tu as 2 games entre, mettons, la 10e place, puis pogne la 7, puis 9 points contre 8. Mais le basket fait ça. C'est 2 games. Mais c'est 2 games, max, que les scores s'additionnent. Fait que lui, c'était une idée qu'il avait lancée comme une autre, là, mais de la première game, il dit tu joues 60 minutes, il dit si c'est égal, c'est égal. Comme au soccer, je pense, c'est ça qu'ils font. Oui, c'est des allers-retours. Oui, puis c'est vraiment excitant. Les matchs retour au soccer, c'était écœurant. C'est parce que là, ça se peut que ça donne lieu à des situations bien le fun. Moi, je pense que c'est plus là qu'on va aller. Il va y avoir des mini-séries de même aller-retour, quoi que ce soit, avec 20 équipes. Puis là, tu vas avoir tes vrais 8 équipes qui vont arriver dans les séries, puis ça va avoir la première ronde en 4-7. Des gros changements, c'est là. Oui, mais Jeff, pense à ça 2 minutes. Tu sais, quand on parle, je pense pas que la NHL est le sport le plus populaire. C'est sûr que si tu fais ça, plus de monde dans tes buildings, on parle d'augmentation de revenus assez substantielle. Tes deals de télé, comment tu justifies, Jeff, la valeur de tes deals de TV? Tu sais, avec ce qui se passe, les plateformes, etc., il faut que tu rajoutes, il faut que tu donnes l'opportunité d'ajouter des revenus. Rajouter des games de même de séries, des séries aller-retour avant la première ronde, c'est sûr que inévitablement tes deals de télé ont plus de valeur. Là. Mais je te dis pas que j'aime pas l'idée. Je te dis juste que, contrairement à ce que Les disait tantôt, c'est que là, tu viens de jeter à la poubelle tout le côté, l'histoire de... Je sais qu'il y a eu des changements là, avec le temps, avec les années, mais je veux dire, là, c'est un méchant changement pareil. Là. Mais tu regardes le même format. T'sais, au baseball, c'est les wild cards, les matchs de wild card, puis après ça, c'est le même format jusqu'à la fin. Puis la série mondiale, ça l'enlève pas. Il n'y a pas d'astérix à cause que
C'est une équipe qui a fini 10e dans la conférence qui s'est rendue. On va peut-être le voir, mais ça reste que c'est assez rare, les gars, les clubs qui finissent dans la cave puis qui finissent par aller gagner grands honneurs. Corrigez-moi si je me trompe, là, mais ça arrive pas très souvent parce qu'il y a quand même une démarcation entre les top tiers puis l'espèce de milieu de peloton. Là. C'est-tu ce qui arrive pas souvent? Puis là, tu croises encore bien des NHLers puis tu as joué à la game puis tout, là. Les Bruins, là, qui envoient Swayman pour le match numéro 1, Swayman fait une performance hallucinante. Pour vrai, là, incroyable performance. Puis tu envoies ton 1B qui est Ullmark, qui est bon, là. Mais les ménages à 2 en série, comme les ménages à 3 en saison, il n'y a pas de place pour ça. Il faut que tu identifies ton gardien et tu y vas avec ton gardien. Moi, je suis pas mal sûr que Swayman va finir la série, là. Ça a été une erreur d'envoyer Ullmark au match numéro 2? Ben, tu sais, il l'a dit, il l'a fait toute la saison. D'après moi, il est proche de ses deux gardiens, puis c'est le deal qu'il a fait avec eux autres. Puis il va y aller jusqu'à sa mort là, avec ça, d'après moi. Là. S'il l'a fait au premier match, moi, je pense qu'il va continuer à le faire. Oh, parce que l'autre, il a pas mal gaulé non plus. Là. C'est pas à cause de lui qu'ils ont perdu le deuxième match. Là. Non, puis le but de Matthew, c'était si bon un acte de but. Là, mais n'importe qui. Là, non, ça. Mais, tu sais, lui, il se dit, lui, le coach, il est là, il se dit, ben, c'est pas mon call qui a fait que j'ai perdu ce game-là. C'est sûr. Puis en haut, ses boss, ils ont De toute manière, ses boss, tu sais, lui, il a décidé ça, mais... Tu sais, Cam Neely, puis t'en veux-tu, là? D'après moi, ils ont des meetings avant, là. Puis, oui. tu sais, il doit mais il n'y a personne. Il n'y a personne qui fait ça à part lui. Toutes les goalers qui ont goalé le match numéro 1, goalé le match numéro 2, à part Swayman, puis Demko, mais Demko était blessé pour Casey DeSmith. Je pense qu'il ne l'aurait pas envoyé DeSmith. Je veux dire, des fois, à vouloir réinventer la recette, quand ça ne marche pas, ça t'expose pareil, là. Mais Max, lui, là, dans sa tête, là, il se dit, j'ai fait ça toute l'année, ça a bien été, ils ont fini assez haut. Mais lui, il se dit, si on va au bout, c'est des séries éreintantes pour les gardiens. Là. Ben pour tout le monde. Oui, pour tout le monde, mais le goaler qui goal, mettons, là, on va y aller avec Bobrovski. Ben lui, il va y aller jusqu'au bout. Mais au bout, là, c'est sûr qu'il va y rester moins de gaz dans le tank que si eux autres, ils vont moitié-moitié. Là. C'est certain. Tu sais, quand tu gardes les buts, il y a des petites blessures, puis comme un joueur, tu as des petites blessures. Les autres, ben tu risques d'en avoir moins, puis ça peut te faire gagner la coupe avec ça. Si tu te rends, bien sûr, mais si tu te rends, moi, je pense que le goaler, il va être bien plus frais. Là. Mais ça t'est jamais arrivé. Tu sais, je veux dire, le goaler qui a gagné la coupe a toujours été le goaler le même. Je veux dire, il n'y a pas de duo, il n'y a pas un ménage à deux qui a gagné la coupe. C'est quand même un risque. Il va être soit un génie, mais il risque d'être quand même exposé. Ouais. Mais moi, je pense que c'est un bon plan. Moi, je pense que c'est un bon plan qu'il fait parce que comme tu dis, il y a un A puis il y a un B. Oui, c'est deux pareils. C'est deux pareils. Ça peut pas être plus égal que ça. Là. Regarde les statistiques cette année, c'est 50-50, les deux ont les mêmes stats. Là. Mais Max, les Blues, quand ils ont gagné, il me semble, il y avait-tu parti Jake Allen puis c'est Bennington qui a fini? Oui. Ouais, mais c'était pas un plan, on y va égal à égal. C'est un moment donné, il y a quelque chose qui fonctionne pas, puis là, tu t'adaptes, là. Il y a juste les fous qui changent pas d'idée, puis là, tu y vas avec quelqu'un d'autre. C'est comme Aiden Hill l'année passée, c'est quand Brossoit s'est blessé. D'y aller avec un plan égal de diviser, je trouve que ça envoie le mauvais message, man. Je trouve qu'on n'est pas à la récompense, on n'est pas dans la confiance, on n'est pas dans la stabilité. Mon corps, mais tu récompenses qui? Tu sais, la moyenne de pourcentage d'arrêt de cette année, 916 Swayman, 915 Ullmark. Non, ils sont pareils. Non, les deux, Swayman a gaulé 44 games, puis Ullmark a gaulé 40 games. C'est dur en maudit, puis c'est probablement pour ça qu'il est pogné avec ça, Max, parce que je suis sûr que s'il y a un gars qui se démarque en fin de saison, peu importe, il y en a un qui se met à mal gauler, il aurait probablement été avec lui. Mais là, c'est dur de prendre cette décision-là, puis clairement, le club des Bruins, je veux dire, sont habitués. Ça a été 50-50 toute l'année. Qu'est-ce qu'ils font pour finir la série? Ils continuent-tu un tandem ou ils en identifient un? Ils changeront pas. Moi, je pense qu'ils ne changeront pas jusqu'à la fin. Ils ont comme un concept d'équipe, Boston. C'est ça. Il y a un concept. Boston, c'est ça. Beaucoup de joueurs un peu no-name là, qui vont faire gagner des games. Là. Il y a beaucoup de gars là, que personne ne connaît dans les Bruins. Là. Je peux vous le dire. Là. Même les Polar, ils ne prennent pas. Mais ces séries-là... Mais c'est ça, c'est des joueurs, genre de joueurs, autrement dit, c'est ce genre de concept d'équipe. Puis ça, il faut lui donner. Boston, ils l'ont. Mais ça se peut qu'on voit la première victoire depuis longtemps des Maple Leafs en série, pour une série là. Moi, non, on l'a vu contre Tampa Bay, là. Mais passé. Ouais, exact. On gagne contre Tampa Bay, c'est vrai. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils vont aller plus loin. Parce que
L'année passée, là, Matthews, tout le monde disait il compte pas. Il a manqué des shots, il a pogné des poteaux, il y a eu des Christy de save miraculeux. Il aurait pu finir les play. En tout cas, la série où ils ont fini, il aurait pu avoir 7-8 buts faciles, tout le monde aurait dit l'inverse. S'il y a de le but qu'il a scoré là, ça c'est bon. Ça, c'est bon pour le mental. La confiance, la patente. Si ce gars-là est capable de virer de bord, qu'il est aussi bon dans les playoffs qu'il peut l'être en saison, puis que ça le rentre dans la tête, puis qu'on arrête de penser que c'est un choker dans les playoffs, on s'entend qu'il peut amener ce club-là bien loin. Là. Oui, moi, je suis d'accord avec toi. Puis on a vu, ils nous ont mis un passage de la pratique du matin, le dernier match. Le DG, c'est rare que tu vois ça, là, mais le DG, Traveling, là, ouais. Il est sur le banc, puis il est en discussion avec Matthews pendant 5 minutes. Ouais. Matthews est sur la glace, puis il se parle. Puis il ouais, se parle c'est proche. Juste là. Ouais, il c'est se parle juste proche. Confiance. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il dit. Là. Parce que là, lui, là, c'est ta pierre angulaire. Il faut que tu sois positif en ciboire avec lui. Ouais. Là. Ouais. Parce que lui, il se met quasiment du cutex puis il s'habille en fille. Oui. Tu peux pas être raide avec. Je pense pas qu'il y a un gars qui peut amener ça là. Parce que ce que on voit du reste des gars, les gars, Mitch Marner, quand il voulait aller dans le coin avec Brandon Carlo, c'est sûr que ça fait mal. Il a passé de l'autre bord pour dire vas-y, ramasse-la, moi je vais aller te donner un petit poke check. Mais tu gagneras pas grand-chose avec ça. Là. Mais pour revenir à ce que je disais en entrée de jeu, c'est que Domi, là, en saison, là, il peut te coûter des games parce qu'il est sauvage avec son hockey. Domi, mais là, il est-tu là? Il est sur le premier trio, Domi. Il est-tu là, à coup de double échec, puis à coup de main d'en face, puis lui, il se relève, puis il retourne. Mais en saison, là, il est dangereux à jouer pour toi en ciboire. Là. Mais là, hey, on l'aime-tu? Ben ouais, parce que là, il ne saura pas les 2 minutes. Ah non. Il est pas au bout. Comme Hyman. Hyman, vous allez dire qu'il a scoré 50 goals. Là. Mais Hyman, dans son bureau, là, il n'y a pas grand monde qui veut faire ce job-là. Là, parce que lui, là, des doubles échecs, des coups de poing sur la gueule, puis il y en a. Il en a scoré 3. Puis il va en scorer plein. Là. C'est là que ça se passe. Hein. Mais c'est le vouloir de rester là. Hey, ça fait mal de rester là, je vous le dis. Là. Marner, 0.2 matchs. Il est à la turn de run des playoffs. C'est ça. C'est ce qu'on parlait tantôt. Là. Ouais. C'est la même affaire. Lui, c'est Tatar, OK? Oui. Meilleur. C'est Tatar meilleur. Tu veux l'avoir en playoff pour faire les. Tu veux l'avoir dans la saison pour faire les playoffs. Mais dans les playoffs, compte pas sur lui. Ah non. C'est un gars d'Instagram. Hey, un joueur qui regarde sa pause dans la saison puis ça marche, là. Mais ça marche pas. C'est un gars d'Instagram. Il regarde sa passe. Non, mais c'est ça. Mais lui, c'est ça. Il est très bon, là. Un esti joueur. Un esti joueur. Mais as-tu vu les passes qu'il fait? Il regarde, puis il est là, il est comme une ballerine. Puis mais ça, tu peux pas faire ça après, là. Non, là contre Boston, là. Le blond, il s'est blessé longtemps, Nylander. Ben là, c'est ça aussi, je voulais vous parler. D'après moi, là, la chicane est pognée entre les coachs. Hein? Ah non, ben il y a des chances qu'ils reviennent à soir. Selon toute vraisemblance, il serait sur le 3e trio pour revenir à soir. Ah, mais Renaud Lavoie, il dit qu'il a pratiqué pendant 1 heure de temps à full speed, tout, puis il n'a pas joué. Il n'a pas joué. Quand on parle de Christy joueur. Oh, ouais. Ça, c'est un autre joueur. C'est un autre Tatar, ça. Ben, c'est ça. C'est un autre saison. C'est ça, là. On n'a pas les chiffres, les gars. J'ai pas les chiffres là, mais... Juste des anecdotes. Regardez les séries, les buts, ce qui se compte habituellement, les gars qu'on vient de nommer, ils vont pas trop là pour en scorer des buts en saison. Leur GPS les amène pas là. Non, hein? il y a un géofencing autour de la slot, là, eux autres. Là, fait que, je veux dire... Mais regarde, quand on dit, on parlait il y a une semaine, on parlait de ça, qui s'en vient. C'est là, quand on fait nos prédictions, on est dans le mood de la saison. Puis quand ça commence, on voit que ça va être les équipes. T'sais, les Panthers sont pas allés au bout l'année passée pour rien. Parce que ça n'a pas rapport avec cette année, ils ont bien joué pendant la saison, mais ils ont joué avec un peu le même style que l'année passée. Mais là, moi, je les ai vus jouer hier. C'est des sauvages. Il y a des sauvages là-dedans. Mais Jeff, vous allez me dire que je me répète, là, mais je le disais dans le temps de Carey Price, je le dis encore, en playoff, ça te prend un goaler hot. Puis, tu sais, Bobrovski, là, il fait la job. En deuxième. Il fait la job. En deuxième, il y avait une grosse période. Depuis l'année passée, en série, l'année passée, il a fait la job. Il les a amenés là. Puis cette année, s'ils vont là,
c'est... Chris, hier, l'arrêt, Tu reviens aux Browns. Je veux dire, ils n'ont pas envoyé Stallers, les Panthers, à la deuxième game. S'ils l'avaient envoyé, Stallers, il ne fait pas l'arrêt de Bobrovski. Ils n'ont pas deux goalers. Mais ils n'ont pas deux goalers égales. Ben, prends ton hot. Regarde dans les yeux Swayman, regarde dans les yeux Ullmark, regarde les derniers matchs, puis choisis ton gardien hot. Tu peux pas y aller. Je sais que je reviens, mais c'est ça pareil. Si moi, je coach, je comprends ce que tu dis. Moi, le deal que j'aurais avec mes deux gars, je dis, les boys, vous êtes pareils, OK? Tu gagnes, on pige au sort lequel qui commence, OK? Tu gagnes, tu restes. Quand tu perds, je switch. OK, Jeff. Tout le temps de même. Moi, si je coach, je fais ça. Je suis d'accord. Mais le coach, il se dit peut-être. Mais Chris, les gars, faut être plus intelligent. Tu as deux goalers pareils. Mais là, lui, là, si tu fais ça, puis tu gagnes 6 games, l'autre, il ne goal pas pendant 6 games, il arrive de quoi? Ça arrive pas bien. Non, mais il arrive de quoi? L'autre, il n'a pas goalé pendant 6 games. Il est déphasé. Exact. Comme toutes les autres équipes? Oui, mais les autres équipes, ils ont juste un A, puis l'autre, il est C. Un 2A. S'il arrive de quoi? Ben, s'il arrive de quoi avec ton premier, tu auras un deuxième gardien meilleur que les autres frettes. Tu sais, je veux dire, ça fait ça Eden Hill l'année passée. Là. En tout cas, on revient là-dessus, mais oui, Bobrovski fait la différence. Bobrovski n'est pas là, c'est 1-1 la série, c'est pas 2-0. Sauf que je suis obligé de vous dire, les gars, que cette année, les Panthers ont augmenté leur jeu d'un cran, même en saison. Les Panthers, là, on dit qu'ils scorent des buts, ils ont une offensive. C'est la meilleure défensive de la Ligue. Là. Ouais. Ils sont égalité en première position pour le nombre de buts accordés cette année. Puis pour les lancers accordés, je pense qu'on est dans le top 5. Là. Fait que oui, là, Bobrovski a connu 2 bons matchs dans les séries. L'année passée, la différence, c'est qu'en saison, c'était so-so, puis il a vraiment performé dans les séries. Mais cette année, les Panthers ont vraiment monté leur jeu d'un cran défensivement qui, on le sait, là, dans les séries, je comprends qu'on veut de l'offensive, là, mais dans les séries, ça fait une méchante différence. Là. Puis pourtant, ils ont perdu des bons joueurs en défense par rapport à l'année passée, des Goudas de ce monde. Oui. Mais ils ont patché avec des gars, des Kulikov, des Ekman Larson. Mais Goudas, c'est un gars qui peut jouer dans les playoffs quand ça joue du bâton. C'est ça. Mais Mikela, là, je ne sais pas d'où il vient, lui. Là. Il était peut-être dans la filiale, là, mais défenseur gros, A+, dans les playoffs. Parce que, je vais te dire une affaire, il est comme Edmondson, il les accroche tous. Il est capable de faire le tour, aller chercher la puck par en avant, par en arrière d'eux autres. Mais dans la saison, Mikela, il peut être bon, mais il ne peut pas faire ça. Là. Mais là, il a le droit. Chris, A+, là, hier, je l'ai regardé. C'est comme je te disais en entrée de jeu, lui, là, il vaut son pesant d'or. Là. Je le prends bien avant Goudas. Il est plus jeune. Il performe beaucoup plus. Il patine avec la rondelle. Puis tout, il est vraiment bon. Mais il vient de où? Je ne le sais pas. D'après moi, il doit venir... Il vient des Rangers. Ah ouais? C'est un premier choix des Blues. OK. Ça fait longtemps qu'il vit dans la Ligue américaine et tout ça. Là. Ouais, lui, ça fait 5 ans qu'il est dans la Ligue nationale. Okay. Ah, regarde, c'est la première fois qu'on l'entend. Mais ça va être beaucoup relié aux blessures. T'sais, hier, quand j'ai vu Bennett recevoir le snap sur lui en deuxième, je l'ai vu rentrer dans. Puis là, je pense qu'il n'a pas joué de la game. Non, ils après. disent qu'il a la main cassée. Mais tu sais, la main cassée, là, là-dedans, là, tu peux jouer un bout aussi. Là. Ouais, OK. Parce que, tu sais, un ou deux, trois gars de même, t'as bien beau un bon truc, fini. Là. Non, c'est ça. C'est fini. Donc, mais tu sais, il y a des gars qui ont pris du galon aussi, que ce soit Mikola, l'année passée, il était là, mais il ne jouait pas. Puis Forsling, très bon. Cette année, méchant upgrade. Bon. On dit que les défenseurs, des fois, ça prend du temps. Oui, il avait été bon l'année passée dans les séries, mais là, cette année, c'est du 22 minutes. Mais lui, il est rentré en boitant. Là. À un moment donné, on pensait qu'il était parti. Il est-tu correct, lui? Oui, il est revenu, lui. Il est revenu? Oui. Parce que les gars sont corrects. Ils vont une petite piqûre là. C'est ça. Ils peuvent tomber dans la fontaine de jouvence, les autres, en série. Oui. Ben oui. Il y a des produits douteux. Là. Hey, moi, les gars, j'ai déjà eu un soluté entre les périodes dans la chambre, là, dans les séries. Puis on n'avait pas les moyens de la Ligue nationale. Là, Ah non, les autres, c'est grave. Là. C'est grave. Nous autres, dans nos années, le soluté, on l'avait après tous les games. Ouais, c'est ça. Ouais, mais vous autres, c'est de la bière qu'il y avait dedans. T'as connecté direct, la patente de plastique était directement dans un gros pichet haut de main, de près d'un pied et demi. Mark Stone, il est attesté lui aussi. Là. Je pense qu'il y a beaucoup de stuff. Tu parles en affaire. Le gars, il est en chaise roulante, il est manchot, il se lève et ça va à la course. Ah, mais lui, il est blessé. De l'appeler de téléphone. Mais lui, il fait des demi-saisons. Il jouerait plus, là. Ouais. Ben voilà pour la gang de sauter du vestiaire, Jerry. Il y en a encore plus, pas mal, hein? Il y en a beaucoup à venir. Il y en a beaucoup parce que si vous êtes sur le Prime, il reste encore facilement 50 minutes de vestiaire avec la gang de Crazy Boys. On a un Jeff Fillion. Voilà pour le mercredi, c'est fait. Pour la gang du live, si vous en voulez plus, gênez-vous pas. Allez sur radiopirate.com pour vous inscrire. Sinon, ben, on s'en parle demain. Puis demain, Jerry, on lance le week-end. Yes. Bye-bye. See ya.
Le Vestiaire vous a été présenté par Frédéric Masson Rémax, un courtier immobilier pirate, authentique et super impliqué pour ses clients depuis 20 ans. Avec son équipe, il est présent partout dans la région de Québec. Ses mises en marché font wow! Expérience, compétence, transparence, performance. Nous, on vend. FrédéricMasson.com. Radio Pirate.com. La radio, comme ça devrait être. RadioPirate.com.